Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie avec moi-même, le Guise, en direct pour la première Il se fois. présente. Il se présente en premier. Tout Avec d'abord, moi, moi-même. le Guise. Avec moi-même. Je m'y attendais pas, ça. Avec moi-même, le Guise. Hein, il parle de lui à troisième personne. Vraiment incroyable comme des Tu vas comprendre. Pour vous dire que je suis en direct pour la première fois depuis un paradis fiscal, le Paraguay, mais surtout en direct avec Baptiste Marché depuis The Lone Star State, le Texas. Comment tu vas, mec? Bah ça va, écoute, ça va, très bien. Ça va, écoute. J'étais la star de France Télévisions récemment, ça fait plaisir. On va en parler parce qu'aujourd'hui on va accueillir pour commencer Antipanaf, un créateur de contenu ivoirien qui refuse la posture victimaire que prennent beaucoup d'Africains et qui propose de mettre son continent face à ses responsabilités. Puis par la suite on va vous donner notre avis sur le conflit Iran-Israël. Baptiste il en peut plus. Il va péter un plomb, vous allez voir. Puis aussi sur l'audition des influenceurs français à l'Assemblée nationale. Je crois que ça va vraiment énerver cette histoire aussi. Et on va parler des émeutes aux USA, évidemment, du conflit Trump-Musk. Mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? Le jerky texan toujours disponible, Texas Jerky. Le jerky recette texane fabrication française toujours disponible. Et en ce moment, jusqu'au 27 juin, il y a un grand concours et il y a un colis de produits texans à gagner. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé montrer ce qu'il y a dans le colis, et c'est dans le réel, parce que plutôt que d'embarquer tout le colis ici. Il y a un colis de produits texans à gagner. Un achat d'un paquet est une participation. Donc vous achetez un paquet, vous participez une fois à la tombola. Vous achetez un pack de 2, un pack de 3, un pack de 6. C'est d'autant de participations. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Il y a plein de super choses. Il y a une casquette Bass Pro Shop. Vous avez un paquet de poulet séché, de bâtonnets de poulet séché au piment. Vous avez des noix de pécan rôties au miel de chez Buc-ee's. Un tumbler Don't Tread on Me. Un sambon pour la voiture, senteur cuir en forme de Texas. Un patch Texas. Un patch Freedom Fries avec les munitions à la place des frites. Un koozie pour les canettes Camo de chez Buc-ee's. Une sauce barbecue du Texas, noix de pécan, miel. Une boisson énergisante Bucket Up à la framboise avec le pré-workout Bucket Up en forme de cartouche de 12. Des autocollants, des magnettes, des sauces pimentées en forme de grenade, des amandes fumées, du café de chez Black Rifle Coffee et un rub texan, voilà, pour la viande au barbecue. Magnifique. Voilà, j'ai rien à rajouter, c'était plus facile de mettre le... T'as raison, je l'avais pas vu passer vu que je viens d'arriver au Paraguay, mais genre, je le veux ce putain de colis, tu devrais le vendre carrément, ce pack. Ouais, je sais, il y a des gens qui disent ça, mais là après c'est beaucoup de boulot et tout, j'ai pas le temps pour ça. Mais voilà, on va en faire un par mois quand même. C'est-à-dire que tous les mois, on va faire un colis à gagner et un colis différent. Donc voilà, enfin, si celui-ci se marche bien, si cette tombola marche bien, on en fera sûrement un colis par mois, un colis différent à chaque fois à gagner pour les acheteurs de chez de Texas Jerky. Donc voilà, www.jerkytexas.fr. Magnifique. Autre chose? Non, c'est bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois. C'est déjà pas mal. Moi, depuis la dernière fois, je ne vous ai exceptionnellement rien posté sur Patreon, car je viens de m'installer au Paraguay pour au moins quelques mois afin de découvrir ce paradis fiscal avec le port d'armes autorisé et à plus de 99% catholique. C'est pas mal ce petit package quand même. Je vais avoir plein de choses à vous raconter sur ce joyau d'Amérique latine. Mais ne vous inquiétez pas, je vous reviens très rapidement avec du nouveau contenu. Donc abonnez-vous à patreon.com/leguise, car en plus d'avoir accès à tous les radios Dixie en avant-première, vous avez aussi accès à l'émission hebdomadaire Les Méchants Capitalistes, dans laquelle on refait le monde avec mes potes libertariens, ainsi qu'au podcast À la découverte des abonnés, dans lequel j'échange avec les membres de la commu au parcours les plus inspirants. Expatriation, sécession, expérience pro et personnelle. Vous avez de quoi vous régaler. Il y a sur mon Patreon, mec, si tu vas halluciner, déjà plus de 250 contenus pour vous aider à mieux comprendre le libertarianisme. Moi, je dois être à une centaine, donc t'imagines? Ah, c'est déjà pas mal, Ouais, ainsi, bon. ainsi qu'à devenir des hommes plus libres et responsables. Et oui. Mais je te propose de commencer par accueillir tout de suite notre invité du jour. Alors avant qu'on accueille Antipanaf, je vais essayer de vous expliquer. Ce que je veux surtout que vous compreniez, c'est que Antipanaf, il est
ivoirien, c'est un créateur de contenu ivoirien qui lutte contre le panafricanisme en Afrique par les idées, etc. Il est notamment très connu sur TikTok. Il vit en Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Français d'origine africaine. C'est un Africain vraiment. C'est un Ivoirien. Donc je veux que tout le monde soit extrêmement respectueux dans le chat. Vraiment. C'est quelqu'un qui a le courage de venir sur notre chaîne, etc., et de se battre contre des idées qui sont très dures à contrer. On est très heureux de collaborer avec lui, donc vraiment, on sera impitoyable. On veut aucune moquerie, etc. Voilà. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. C'est quelqu'un dont on respecte beaucoup le travail, donc j'espère que vous serez respectueux avec lui. Et donc, on va l'accueillir tout de suite, Antipanaf. Antipanaf, tu nous entends? Bonsoir à tous. On est très content de te recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment content. C'est la première fois que tu viens sur un média, un podcast français, ou ça s'est déjà arrivé? Non, c'est la première fois. Moi-même, je ne suis pas sur YouTube. Je viens d'écrire ce qu'on YouTube. D'accord. Oui. Toi, tu es vraiment présent sur TikTok. C'est là où tu fais le plus de vues. Ouais. Donc donc on va parler. Donc toi, tu es un TikToker, on va dire, tu es un créateur de contenu. Tu te présentes comme anti-panafricanisme. Donc je vais essayer de résumer un petit peu la pensée panafricaine, et tu vas me dire, tu me corriges si j'ai faux. Donc en fait, le panafricanisme, c'est quelque chose qui est plutôt né de la diaspora africaine, donc en Europe, aux États-Unis, etc. Et c'est une idéologie qui voudrait que le peuple africain, enfin qu'il y ait un peuple africain, et donc c'est-à-dire que tout le continent africain, les peuples de tous les pays du continent africain et de la diaspora africaine à l'étranger soient liés par une sorte d'unique et même destin, et devraient collaborer ensemble dans une démarche anticoloniale, décolonisatrice, etc. Et est associé à ce mode de pensée généralement une position qu'on pourrait dire un peu victimaire, qui consiste à dire que tous les maux que connaît l'Afrique sont causés par les anciens colonisateurs ou les anciens esclavagistes, ou en tout cas les puissances étrangères. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, justement, ouais, c'est ça. Tu as tout résumé, en fait. Bon, moi, en tant qu'Africain, je ne peux être d'accord avec ça, en fait. Voilà. Parce que moi, dans mon constat, voilà, je pense que nos bourreaux, en fait, ce sont aussi des Noirs en Afrique, ce n'est pas les Occidentaux. Et les panafricanistes, il faut savoir qu'ils sont soutenus par des personnes qui, par la bien-pensance, comme vous le dites. Ceux-là, en critiquant, comment on appelle le capitalisme, en fait. Et en fait, ce qu'ils font, c'est une critique d'abord, en fait, du capitalisme, en fait, qui voudrait que, en fait, tout le problème des pays africains, comment on appelle soit à cause des entreprises étrangères qui existent chez nous, en fait. Sauf que les entreprises étrangères qui existent en Afrique aussi opèrent dans d'autres pays qui ne sont pas africaines. Donc, et moi, je vais dire ici que les endroits les plus pauvres en Afrique sont les endroits où il n'y a pas d'activité économique parce qu'il n'y a personne qui est allé investir là-bas. Donc, dire que parce que une entreprise, je sais pas, étrangère, soit appauvrit les pays africains, je ne peux pas croire, en fait, parce que les endroits les plus pauvres en Afrique sont les endroits où il n'y a pas d'activité, où il n'y a pas de capitalisme qui s'est installé là-bas. Voilà. Oui, tu parles des entreprises, par exemple, comme les entreprises pétrolières, les entreprises minières, etc. Et en fait, ce que tu veux dire, c'est que, par exemple, quand Total, etc., est présent dans d'autres pays aussi étrangers, en Asie ou au Moyen-Orient, etc., ça crée pas la pauvreté. Ce n'est pas une excuse pour les Asiatiques, ni les Américains, ni les Européens d'ailleurs. Pourquoi ce serait une excuse pour nous? Et même ce que tu pointes du doigt, c'est qu'en fait, finalement, les pays où ces entreprises ne sont pas présentes sont les pays les plus pauvres, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas d'activité économique, ça va de soi. D'accord, mais alors ce qu'on entend souvent, c'est compréhensible, hein, ça fait sens ce que tu dis, mais c'est vrai que ce qu'on entend souvent, c'est de dire, mais oui, mais ces pays qui ont généralement, c'est toujours à propos des ressources, hein. L'Afrique, on en parle comme étant le continent avec le plus de ressources. Voilà. On entend souvent l'Afrique, c'est le continent le plus riche en ressources. Et moi, je t'ai déjà entendu dire dans tes contenus qu'en fait, avoir des ressources, c'est pas ça qui crée la richesse, c'est de les transformer. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Bon, en fait, d'abord, la première affirmation qui serait que l'Afrique est le continent qui regorge le plus des ressources n'est pas vrai, en fait. Ah.
Non, c'est pas D'accord. vrai. On sait que les pays pétroliers ne sont pas, les pays qui produisent le plus de pétrole au monde ne sont pas des pays africains. Non, c'est vrai. Tu me parles comment on appelle, des faits. Les pays qui produisent le plus ne sont pas les pays africains. Tu me parles d'or. Les pays qui produisent le plus, prends n'importe quelle ressource sur la planète. Les Africains ne sont pas premiers producteurs de quelque chose. D'accord. Donc, Ok. Je crois qu'il y a le cacao. Le cacao. Je crois que les Africains sont les premiers producteurs de cacao, il me semble. C'est ça? oui, oui, plein producteur de cacao. Mais cacao, quoi. Oui, Cacao, c'est quoi. pas l'or. Oui, Ouais, c'est pas l'or ou le pétrole voilà. ou Cacao, l'uranium. en plus de là, on peut pas dire que non, les Occidentaux, en fait, je sais pas, voilà, toujours c'est la France qui est visée. On ne peut pas dire que comment on appelle la France vit en fait comment on appelle de l'exploitation ou soit de l'exploitation des cacao en Côte d'Ivoire. Parce que le pays qui achète l'industrie française, en fait, n'est pas une industrie en fait cacaoyère. En fait, l'industrie française ne fabrique pas des chocolats. Les pays qui achètent ça, en fait, c'est la Suisse D'accord. et la Hollande. Ok. Donc, Ok. Oui, oui. on ne va pas non plus dire que qu'on appelle l'industrie, qu'on appelle l'économie suisse en fait est basée sur l'importation du cacao. C'est Bien pas Non. vrai en Oui. sûr. fait parce qu'on peut En fait, ce prouver. que tu nous dis, c'est que sur toutes les richesses à très forte valeur, il n'y en a aucune dont l'Afrique est le principal producteur. Ah, mais les chiffres sont la Banque mondiale, allez-y vérifier. D'accord. Non, mais on te croit, hein, Super évidemment. intéressant, ouais. Et donc, c'est vrai que quand on entend, par exemple, un truc très souvent qu'on entend, c'est l'uranium français, il vient entièrement d'Afrique. Et donc, et en plus, ce qu'on dit souvent, c'est même pas qu'on dit il est pillé. Ça voudrait dire, donc, pillé, ça sous-entend que c'est pas acheté au bon prix, que c'est acheté au rabais ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, d'abord, le seul pays où la France comment on appelle, exploiter l'uranium en Afrique, en fait, c'est le Niger. D'accord. Bon, moi, je vous invite seulement d'aller sur le site, le site de l'économie, le, Le ministère de bah, l'économie nigérien? le ministère de l'économie du Niger, en fait, et calculer. C'est très simple. Vous prenez les chiffres qui sont là-bas. Et là, c'est écrit là-bas aussi que combien d'uranium a été extrait. Vous faites un calcul, vous verrez que la France achetait l'uranium là-bas plus cher qu'au Canada. Ça, c'est un Ah oui. exemple sur le site du ministère de l'économie de ce pays-là. Maintenant, en juillet 2022, et qu'on appelle à ces pays-là, ils ont mis un embargo. La France ne peut plus importer Oui, l'uranium de ces pays-là. Mais en oui, oui. 2024, la France a été élue le pays, le premier pays exportateur qu'on appelle d'électricité en Europe. Nucléaire, ouais. Ouais. Donc, Ouais. ça, ce sont les Oui. chiffres que tout le monde peut vérifier. Donc, Donc en expliquez-moi. fait, même dans les chiffres, même dans le prix d'achat des matières, il n'y a aucune exploitation. Non, il y a aucune exploitation. En plus de cela, depuis en juillet 2020, en juillet 2022, quand on appelle quand ils ont fait le braquage de pouvoir, en fait, ils ont décidé que, voilà, bon, après eux, la France a signé. D'abord, ils n'étaient pas le premier, en fait, c'était le Kazakhstan, en fait, comment on appelle la France, Le le principal, Kazakhstan, voilà, fournisseur, c'était le voilà, Kazakhstan. principal fournisseur, et le Niger venait en deuxième position depuis en 2022. Mais là, il n'y a plus le Niger. Mais depuis 2022 à aujourd'hui, la France a signé avec la Mongolie. Voilà, c'est là-bas. La France a signé avec la Mongolie, le Canada, et a signé un autre encore avec je sais pas, un contrat encore d'exploitation avec le même Kazakhstan et un quatrième pays. Donc, pour vous dire que même si, le Niger n'existait pas, qu'on appelle l'industrie nucléaire française ne va pas s'arrêter pour autant. Donc c'est très intéressant ce que tu nous dis. Ce que tu nous dis, et c'est vraiment des choses qu'on n'entend jamais. Ce que tu nous dis, c'est, avec des données vérifiables, d'une, l'uranium était acheté à bon prix au Niger, puisque plus cher que acheté au Canada, et de deux, la France n'était pas dépendante du Niger. La preuve en est, elle est encore la plus grosse force productrice d'électricité nucléaire en Europe, alors que parce qu'elle a trouvé simplement d'autres fournisseurs en se fournissant en Mongolie et ailleurs. Donc il y avait d'autres options. Donc du coup, pour toi, tu penses que le Niger a perdu le fait que la France ne soit plus acheteur? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le Niger? Non, non, pour moi, non, économiquement, c'est une mauvaise chose, mais en même temps, il gagne à quelque part, en fait, il gagne en crédibilité, en fait, devant un groupe
d'Africains, voilà, la grande majorité des Africains aujourd'hui pensent que en fait tout le malheur de l'Afrique en fait est dû à la France. Du coup, je sais pas, un seul pays qui exploite. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Un seul pays qui exploiterait 54 pays, États, et 54 pays africains, la France qui nous empêcherait de nous développer. Donc, quand tu mets, quand tu tiens tête à la France comme ça, même si tu perds en économie, de l'argent, en gagnes. fait, derrière, en fait, tu gagnes en autorité, en fait. Voilà. C'est une position électorale un peu, pour se faire Voilà, élire. voilà, les gens, ils parlent de toi. C'est un révolutionnaire, il tient tête à la France. Les choses comme ça, en fait, c'est un. Tu vois, c'est bon pour les politiciens, mais c'est mauvais pour le peuple. Voilà, pour le peuple. Mais ils n'ont rien à perdre. Ouais. Ah, je comprends, ok. Et alors, un autre gros sujet sur la prétendue exploitation de l'Afrique par la France, c'est le franc CFA. Je pense que c'est un gros sujet aussi, ça, on l'entend souvent. Oui, justement, en fait, il y a quelque chose. Si on dit que comment on appelle parce que le franc CFA, en fait, c'est quelque chose qui a été créé. Il y a un franc CFA qui a été créé en 1945, voilà, par le général. Il y a un autre franc CFA qui a été, il y a eu une réforme en 1959. En 1971 et 72, en fait, les Africains ont créé leur franc CFA à eux. Ils ont juste gardé le sigle, en fait, parce que ça faisait bonne presse devant les banques. Donc, le franc CFA aujourd'hui, en fait, qui est utilisé dans les pays africains, n'a aucun rapport avec la France parce que les signataires, les créateurs de cette monnaie, en fait, il n'y avait pas un seul Français sur la table. Mais c'est quand même il n'y a pas eu de Français. Mais sauf que derrière, en fait, ils ont signé un accord, comment on appelle là, un accord de convertibilité avec la France. Là, si vous allez sur Wikipédia, c'est bien écrit là-bas que le trésor français garantit la convertibilité. C'est bien écrit comme ça, mais c'est pas écrit qu'on déposerait l'argent là-bas. C'est Wikipédia, allez-y vérifier. Oui, c'est comme certains peuples ont avec le dollar, il y a un accord de convertibilité, tu peux toujours convertir ta devise dans l'autre, oui, je comprends. Mais ce n'est pas un problème pour les Saoudiens. En fait, ce truc-là, ce n'est pas un problème pour les Saoudiens et tous les pays du Moyen-Orient, en fait, qui ont cette parité fixe avec, comment on appelle là, le dollar. Mais pourquoi ça serait une excuse pour nous, en fait? Mais ce qu'on entend, en fait, c'est surtout que le franc CFA, il est imprimé en France. Et donc, soi-disant, les tarifs d'impression seraient mauvais ou quelque chose comme ça. Bon, le biais du franc CFA, est imprimé, comment on appelle là, c'est le même prix comme l'euro en fait, parce qu'un billet d'euro est imprimé à 10 centimes sur le site de la BCE. C'est là-bas, c'est écrit. C'est 10 centimes. Et en Côte d'Ivoire, si tu convertis cette somme, en fait, c'est la même chose, en fait. En plus, moi, je pense que si c'était le cas, en fait, ce sont les pays africains qui devraient se plaindre de ça, en fait. Ils devraient dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec. En plus, ce n'est pas la seule entreprise d'imprimerie au monde. Oui, ils pourraient faire ailleurs, oui. Ils pourraient faire ailleurs, en fait. Pourquoi ils ne le font pas? Oui. Ce que tu dis, c'est qu'on sait pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils le payent au même prix. Ils le payent au même prix que l'euro, apparemment. C'est ce que tu dis. Ça coûte la même chose. Si tu convertis en devise locale, ça coûte la même chose, en gros. C'est ça. S'ils ne voulaient pas l'imprimer en France, ils avaient d'autres alternatives. En tout cas, dans le contrat, rien n'oblige. En fait, si quelqu'un prétend qu'il serait obligé à le faire, qu'il apporte les preuves, c'est tout. Il y a 3 entreprises dans le monde, en fait, qui fabriquent la monnaie de 140 pays. Les monnaies de 140 pays. Bon. Le truc, c'est que, le truc, c'est que les autres pays, en fait, ça ne poserait pas de problème, mais il n'y a que 14 pays africains, ça devrait poser problème. En plus, si nous ne fabriquons pas, le truc il est très simple, c'est parce que nous n'avons pas la technologie, en fait. Nous n'avons pas le savoir-faire, en fait, parce que ces technologies sont brevetées. Nous, on connaît quoi, en fait? Le truc, en fait, au lieu de se plaindre que, en fait, parce que les gens, en fait, ils font un constat. À partir de ce constat, ils voient d'abord, comment on appelle là, un rapport déséquilibré. Donc, à partir de ces rapports déséquilibrés, ils prétendent que celui à qui
ça bénéficie est le coupable ou soit est celui qui a mis ça en place dans le but d'opprimer les Africains. C'est du Alors que marxisme, moi, quoi. voilà, alors que voilà, c'est tout en fait. Alors que moi, ce que je constate, c'est parce que nous n'avons pas les industries pour le faire. En plus de cela, il y a le coût en fait, parce qu'on ne fabrique pas de la monnaie tous les jours en fait. Il y a des choses en fait, vaut mieux en fait faire fabriquer à l'extérieur parce que le coût de production, ces machines ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de pays africains, on n'a pas l'argent en fait d'importer ces machines chez nous en fait. Donc Oui. ça nous revient moins cher que de faire imprimer ces billets-là à l'extérieur en fait. Bien sûr. Mais sauf que les gens ils pas. Je vais en profiter avant de passer à un autre sujet parce que je voulais préciser ça par rapport à la discussion du début. En fait, le fait d'avoir les ressources ou la volonté, c'est pas ce qui rapporte de la valeur ajoutée. La plus grosse valeur ajoutée, elle est dans les connaissances, dans les technologies, dans la capacité à vendre les produits, etc. Et malheureusement, ça, les Africains ne l'ont pas pour l'instant. Tu penses que c'est dû à quoi? Tu penses que c'est dû à des valeurs de travail, à d'efforts, à d'autres choses? La Comment corruption. est-ce que tu expliques le fait que justement en Afrique, il n'y a pas ce développement de ce qui est nécessaire pour aller de l'avant? Pour transformer les ressources, etc. Bon, moi, en fait, c'est dire que c'est la corruption, en fait, sur tous les continents, il y a des corrompus. Il y a des corrompus en Amérique, en Europe, partout. Et donc, je ne dirais pas que c'est la cause de c'est à cause de la corruption. Mais pour moi, si je devrais, en fait, pour moi, en fait, ce manque de connaissances, c'est que je ne pourrais pas l'expliquer, franchement. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est à cause de la corruption que les Africains n'ont pas le savoir-faire, puisqu'il y a des corrompus partout, en fait. Mais c'est un état de fait. Les Africains, nous n'avons pas la technologie, en fait. Et même, et souvent, en fait, les gens ils disent que les autres, en fait, quand ils n'ont pas des Occidentaux, en fait, ils ont mis des mécanismes en place, en fait, dans le but, en fait, de ne pas laisser l'Afrique se développer industriellement, de ne pas laisser les Africains s'industrialiser. Parce que on entend souvent ça. sinon, ils ne pourront pas nous vendre, en fait. Sauf que d'abord, sauf que économiquement, ils n'ont pas intérêt à ce que nous, les pays africains restent comme ça parce que vous pouvez aller vérifier. Hein, et chaque année, l'Union européenne, les Américains, ils nous envoient beaucoup d'argent, en fait. Donc, ils ont intérêt plutôt que nous, de nous envoyer des dons, qu'on se développe et qu'on puisse acheter ce qu'ils produisent. Donc, ils ont intérêt à ce que les pays africains d'abord se développent. Mais en fait, les gars, ils parlent d'un constat simple. Je vais prendre le lait. Le lait en Irlande, le litre de lait en Irlande, c'est fabriqué à 35 centimes. Allez-y vérifier. En Côte d'Ivoire, pour fabriquer ça, il te faut $40. Ah, parce que on n'a pas les moyens de production. Oui. En fait, on a un moyen de production, qu'on appelle la, je sais pas, archaïque quoi. Archaïque en fait. On a un moyen de production archaïque. Donc les gens ils parlent de cela comme nous n'arrivons pas à, nous sommes obligés d'importer en fait, d'importer chez nous des choses que nous n'avons pas la capacité parce que si on produisait ça reviendrait cher pour nos populations et ils vont même pas acheter. Donc comme on importe en fait, ils vont partir de ce constat-là. Ça demande en fait, ça demande aussi la logique d'investissement, de préférence temporelle faible. Ça demande des sacrifices, du travail, et c'est peut-être des choses qui sont pas encore présentes, démocratisées dans tous les pays d'Afrique. Et en fait, je veux juste je te donne la parole juste après. En fait, par rapport à ce que tu disais juste avant, je pense que c'est tout à ton honneur de dire que tu sais pas, tout simplement. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est multifactoriel, qu'il y a des centaines, des milliers de facteurs et qu'on ne peut pas répondre en une phrase. Ouais, justement, en fait, pour moi, je dirais que d'abord, j'ai pas appelé ça de la corruption, quoi, mais en fait, c'est multifactoriel, comme tu viens de le dire, parce que les Africains, il faut savoir que souvent, les pays africains sont dirigés de façon clanique, en fait. Les partis politiques sont soutenus, en fait, par des groupes ethniques, en fait. Donc, vu que quand on arrive au pouvoir, on récompense nos militants, étant donné que nos militants viennent tous de la même région, en fait, je nomme des personnes qui ne sont pas
capables, en fait, d'assumer les responsabilités qui leur sont données, en fait. Là, je pense qu'il y a une vraie opposition encore au panafricanisme. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'Afrique, elle est divisée ethniquement, elle n'est pas unie dans un destin commun comme le voudraient Ah oui. les panafricains, et donc, les panafricanistes. Et donc, quand un gouvernement est élu, il est élu par son clan, par son ethnie, donc il ne va placer que des gens de son clan, de son ethnie, qui de facto sont dans l'incapacité de diriger les autres clans et les autres ethnies, et donc qui sont Non, pas en fait, compétents qui sont, pour être en sur fait, tout le territoire, quoi. qui sont dans l'incapacité, en fait, d'assumer les rôles qui leur sont assignés. En fait, quand tout de suite, tu as parlé du panafricain, en fait, le panafricanisme, en fait, c'est quelque chose qui ne peut exister qu'en dehors de l'Afrique. Parce que quand tu descends en Afrique, tu as affaire à des gens qui appartiennent à quelque chose, mais ils ne se définissent pas en tant qu'Africains. Oui, Tu voilà, vois, c'est ça. ils ne se définissent pas en tant qu'Africains. Tu viens chez moi, je suis d'une ethnie en Côte d'Ivoire, je me définis mon ethnie, après je suis ivoirien, tu vois. Je ne me définis pas en tant qu'Africain, en fait. Et Et, oui. voilà. Maintenant, et, Et d'ailleurs, comme, si tu... d'ailleurs, maintenant, comme à les chaque fois, Asiatiques, maintenant, comme beaucoup de continents. maintenant, à chaque fois, et ça ne peut, le panafricain ne peut exister que, comme on appelle ça, un continent partout, sauf en Afrique. Mais pourquoi ça n'existe qu'en dehors de l'Afrique? Parce que les Africains, par rapport aux autres, en fait, on se définit en tant que noirs. C'est-à-dire que pour faire de la pleurniche, en fait, les Africains n'ont pas comment on appelle là, un combat commun. On n'a pas de combat commun. Il ne sait pas, euh, je sais pas, celui qui vient du Botswana n'a pas un destin commun ou soit le même combat que celui qui vient du Ghana, en fait, parce qu'ils ne se connaissent même pas, même culturellement, ils sont différents. Maintenant, le seul combat que moi et un Sud-Africain pouvons faire ensemble, en fait, c'est de la pleurniche, en fait, et parler, en fait, de ce qui s'est passé des siècles, quoi, de la colonisation. Ils nous ont fait ça par rapport aux autres, en fait. C'est dans un combat victimaire que les Africains peuvent se battre, ils peuvent s'unir pour se battre. Est-ce que Sinon, tu crois quand pas on commence à parler aussi... des problèmes réels de nos pays, ce n'est pas le panafricanisme qui va résoudre ça. Est-ce que tu crois pas aussi que les immigrés d'origine africaine qui vivent aux États-Unis, alors aux États-Unis, c'est pas forcément des immigrés, mais la population d'origine africaine aux États-Unis ou la population d'origine africaine en Europe, notamment en France, ils ont une méconnaissance totale de l'Afrique. C'est-à-dire que eux, ils voient, ils savent, là, il y en a beaucoup qui ne savent même pas de quelle ethnie ils sont originaires, etc. Donc du coup, eux, tout ce qu'ils voient, c'est cette espèce d'héritage africain, global, etc. Et donc, ils ont l'impression d'être un peu tous les mêmes. Mais en fait, quand tu viens en Afrique, moi j'ai été en Afrique plusieurs fois, tu te rends compte qu'il y a des peuples très différents, avec des traditions très différentes, et beaucoup même qui ne s'entendent pas du tout, et qui se sentent pas du tout unis, quoi. Non, en fait, c'est ce que je disais là. En fait, si ceux qui sont dans la diaspora se disent africains et qu'ils pensent qu'ils ont une identité commune qui est le fait d'être noir, c'est parce que ils veulent se défendre contre une oppression, entre guillemets. Donc, le panafricanisme, les Africains ne peuvent se mettre ensemble pour se battre contre le panafricanisme. Les Africains ne peuvent se mettre ensemble, ne peuvent se définir en tant que noirs, en tant qu'Africains, que dans une identité victimaire dans le but de se battre contre les autres. Sinon, quand tu descends en Afrique, les Africains ne se définissent pas. Le Mais Congolais, ça, ce n'est en pas Afrique, un Soudanais. tu l'as pas ce discours au sein de l'Afrique. Hein, je parle pas de la diaspora en dehors de l'Afrique, mais au sein de l'Afrique, tu l'as pas ce discours de nos problèmes, c'est de la faute des Blancs, c'est de la faute des Occidentaux. Si, c'est ce qu'il dit. Ça existe en Afrique quand même. Ça existe en Afrique quand même, mais chaque ethnie, tu vois, Non, en fait, en Afrique, on va dire que une certaine élite intellectuelle essaie d'instrumentaliser les Africains. Et en fait, c'est quelque chose qui paye. En fait, c'est très facile de dire que si j'ai échoué à la tête du pays, c'est parce que les autres me l'ont empêché, quoi, en fait. Et aujourd'hui, mais le bas peuple africain, si tu pars dans n'importe quel village africain, tu lui demandes de te nommer les problèmes auxquels son pays est confronté. Le nom de la France ne va pas. Il ne va pas citer la France, il ne va pas citer le franc CFA non plus, en fait.
D'accord, ouais. Donc c'est vraiment c'est dans les médias, on va dire, comme tu dis, dans l'élite intellectuelle. Mais le peuple de base, lui, il voit ses problèmes en local, quoi. Ouais, en local, pour lui, en fait, il y a problème ses enfants sont malades, il n'arrive pas à se soigner. Et Ouais. je sais pas, problème de scolarité, tout ça, voilà les problèmes auxquels ils sont confrontés, en fait. La pauvreté surtout, en fait. Lui, il ne voit pas Et, la face derrière, et mais il toi, voit le manque d'opportunités dans son pays. C'est pas les Occidentaux, soit l'esclavage ou la colonisation. alors pour toi, est-ce que tu as un début de réponse? Que devraient faire les pays africains enfin, quelle serait la meilleure chose à faire pour les pays africains? Dans quel sens ils Ah, devraient aller? non, en fait, bon, l'Afrique d'abord, c'est 54 pays à 48 pays, 48 pays noirs. Et pour moi, en fait, il ne peut pas avoir des solutions, en fait, Pour tout le monde, bah oui. voilà, pour tout le monde, en fait. Il ne peut pas avoir une Évidemment. solution pour tout le monde parce que géologiquement, il y a des pays désertiques, il y a des pays, il y a en fait, il ne peut pas avoir de solution pour tout parce que Bah nous oui. avons chaque pays son problème, en fait. Mais pour moi, la meilleure solution, en fait, c'est d'abord de se responsabiliser, en fait, de comprendre que notre destin n'appartient pas aux autres, en fait, et que après des années d'indépendance, nous devons être capables de prendre notre destin en main. C'est ça, en fait, arrêter d'accuser les autres, soit parler des choses. Moi, quand je fais mes vidéos, je dis, la colonisation, c'est pas mon truc. Je ne connais pas. Aujourd'hui, oui, en fait, je ne connais pas. Je ne suis pas un colonisé, en fait. Et mon Mm. pays est confronté à des sérieux problèmes, en fait. Tu vois, ils sont là devant moi. Chômage, pauvreté, euh, il n'y Et a pas de justement, tu parlais diplôme. d'un pays très différent de la Côte d'Ivoire et de tous les autres pays d'Afrique, le Botswana tout à l'heure. Ça, c'est un pays qui va de l'avant. C'est un pays qui se Voilà. développe. Qui se développe. Voilà. Et c'est un pays qui est Mais très bon. libéral économiquement. C'est reconnu comme le pays le plus libéral d'Afrique. En fait, le socialisme, c'est quelque chose qui a été essayé en Afrique, mais ça ne peut pas marcher, en fait. Parce que pour pouvoir distribuer de la richesse, il faut en créer. Ouais. Comment fais-tu pour distribuer s'il n'y en a pas? Ouais, ouais. Oui, Donc, c'est le le problème, c'est socialisme, des promesses. c'est plus un slogan en Afrique qu'une réalité. Oui, de toute Ouais. façon, même quand tu crées de la richesse, si tu la distribues, tu nuis Oui, au mais développement économique. là, ils Mais peuvent juste, carrément même pas. Ce que je veux oui, c'est dire, c'est ça, que ouais, là, ils peuvent même la même pas. réflexion, elle est beaucoup plus simple, Leurs quoi. promesses, voilà, ils peuvent Mm. pas tenir leurs promesses même de redistribution, parce qu'en fait, il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose à redistribuer. Ouais. Parce que je voulais juste dire Mais ça très rapidement, et après je ferme la parenthèse vraiment de ce sujet-là. Mais quand je vois d'autres pays qui n'étaient pas développés, comme la Chine par exemple, ou d'autres, on voit que c'est lorsqu'ils se sont ouverts au libre marché, au capitalisme, qu'ils ont commencé à créer une classe moyenne, à se développer, à créer leurs industries, etc. Et en Afrique, quand on prend vraiment la liste du classement des pays les plus libéraux du monde, ils sont toujours en fin de classement. Et je pense malheureusement que ça fait partie des facteurs importants pour lesquels l'Afrique ne se développe pas, entre autres. Oui, 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 oui. Ouais. Je ne veux pas dire non, en fait, parce que il faut savoir que il y a des populistes, en fait, qui, euh, qui passent leur temps, en fait. Lorsque les entreprises étrangères viennent s'installer chez nous, créer de l'emploi direct et indirect, en fait, il y a les gens qui viennent, qu'on appelle là, surfer sur le sentiment que cela serait là, en fait, pour nous appauvrir, en fait. Donc, ça fait que, en fait, il faut une réelle éducation, en fait, en Afrique, sur hmm, ces sujets-là, en fait. Parce une que éducation quelqu'un qui crée de économique. l'emploi, parce que, je sais pas, avant-hier, mon gouvernement a signé un contrat de pêche avec l'Union européenne, parce que maintenant, on ne signe plus avec la France. Et sur les réseaux sociaux, chacun fait du bruit là-dessus, en fait, que ces entreprises-là, en fait, vont venir pêcher tout dans nos mains, en fait. Sauf que c'est un manque à gagner pour le gouvernement parce que d'abord, c'est pas qu'il y avait des entreprises qu'on appelle la ivoiriennes qui avaient proposé ces services et que le gouvernement avait refusé. Vous n'avez pas la capacité d'exploiter Oui, quelque chose que d'autres personnes viennent le faire. Le gouvernement ne va pas laisser ce manque à gagner parce qu'on n'en a pas. mais oui. Oui, oui, c'est le même principe pour tout, en fait. C'est que Oh. s'il n'y a pas d'entreprises étrangères qui viennent exploiter, personne n'exploite finalement. Voilà, personne n'exploite et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas venus que vous allez vous enrichir. Oui, parce que oui, la ressource, elle est là, mais si personne n'en fait rien, elle est là, ça vaut pas, c'est pas ça qui vaut de l'argent. Ouais. Les poissons, tant qu'ils restent dans la mer, ils valent rien, quoi. Ah, et voilà, ouais, mais c'est ça la réalité en fait. Mhm. Voilà. Non, non, Et très souvent,
aussi, les gens ils disent qu'en fait, on nous pille. On nous pille. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que les entreprises là même viennent chez nous, hein, ils viennent d'abord, ils investissent dans la richesse en fait. Et souvent ils trouvent, souvent ils ne trouvent rien. Mais quand ils trouvent en fait, il y a des populistes en fait qui viennent dire que ceux-là, ils nous exploitent en fait sans mentionner, sans dire tout ce qu'ils ont investi Pour trouver. avant d'avoir accès en fait. Bien sûr. Oui, oui, c'est ça. Parce C'est-à-dire que qu'il y a des gisements, etc. Ils ont été découverts par ces entreprises-là. Personne ne savait qu'ils étaient là avant, en fait, en ils étaient vérité. là. Ah oui. Ah oui. Non, non, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et je pense que j'invite tous les gens à te suivre sur tes réseaux. Donc, toi, c'est Antipanaf sur TikTok, c'est ça, hein? Oui, oui. Est-ce qu'il y a On autre mettra le part où on lien. peut te suivre que Non, TikTok non, ou juste... que sur TikTok en fait. Ah. Non, mais Allez le pour suivre moi, sur TikTok, ouais. Allez le suivre vraiment parce que ça va vous donner beaucoup d'arguments. Il donne beaucoup de chiffres sur des sujets. Je sais que tu partages aussi d'autres personnes qui partagent tes idées. Donc ça ouais. va, ça, je pense que c'est très intéressant vraiment. Allez-y. Enfin, moi, j'ai adoré. Je suis tombé sur TikTok. C'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes avec nous parce que ça m'a formé sur plein de sujets et j'ai trouvé ça super que tu fasses ce travail-là. Et j'ai vu que tu avais ta communauté, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui te suivent, des Ivoiriens, etc. Donc c'est une bonne chose parce que ça veut dire quand même que ce courant de pensée il se développe de votre côté aussi. C'est génial. En tout cas, non, ouais, il y a beaucoup de personnes qui font des contenus comme nous. Bon, nous, bah, c'est simple en fait. Nous sommes les vendus, voilà, qu'on appelle les bouts. Oui, oui. Non, en fait, c'est un groupe. Et il faut savoir qu'il y a certains parmi nous en fait qui militent. Et c'est des cyber-activistes en fait qui militent en fait pour la recolonisation de certains pays africains. Ça fait mal. Ouais. Et le mot ça choque, mais c'est une réalité en fait. Parce que quand les gens ils critiquent la colonisation, par exemple, en fait, ils laissent les avantages, en fait, ils critiquent en fait les côtés négatifs de ce que c'est que la colonisation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des massacres dans certains pays africains pendant la colonisation, mais après la colonisation, nous avons connu pire en fait, parce que on peut commencer à compter hein. Après la colonisation, les colons qui administraient ces pays-là, quand ils sont partis, les ethnies se sont donnés hein, à coups de machette. Ouais. Ouais, Donc, c'est vrai. si on devrait décrire la colonisation parce que il y a eu des exactions parmi la colonisation, mais les régimes qui sont venus ont fait pire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va imputer ça, comment on appelle, comment on appelle à l'indépendance? Si la dépendance, on critique la dépendance parce qu'il y a eu des exactions, est-ce qu'on va attribuer tous les massacres qui ont eu lieu après l'indépendance à l'indépendance même? Donc, souvent, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir en fait. Je dis pas, en fait, de toute façon, ce qui s'est passé auparavant, il y a des gauchistes partout, donc ça ne peut plus se passer les atrocités, tout ça. En fait, ce n'est plus possible. Mais il y a des pays africains aujourd'hui, en fait, moi je pense que même s'il faut aller administrer ces pays-là, essayer de les pousser, je sais pas, faire quelque chose quoi en fait. Parce que moi, Ouais. je ne vois pas le bout du tunnel. Est-ce que pour faire un résumé très très grossier, tu dirais que l'Occident a apporté plus à l'Afrique que de mal prétendu que beaucoup avancent? Mais il y a un impact plutôt plus positif ou plus négatif de l'Occident sur l'Afrique, selon toi? En fait, chaque fois, quand on débat sur ces sujets, sur des panels, en fait, quelqu'un il vient, il affirme qu'ils n'ont rien apporté. Et quand on commence à les citer que il y a des villes qui ont été créées par ces Occidentaux qui portent le nom de ces Occidentaux-là, en fait. Ce sont des villes qui ont été créées. Et quand on commence à les parler, je sais pas, des chemins de fer, des routes, des écoles, directement, la personne, quand il n'a pas de réponse à nous donner, il, comment on appelle, il te fait du chantage moral. C'est-à-dire que il quitte sur le sujet factuel et il t'envoie sur le sujet émotionnel qui est que on devrait commencer à discuter en fait de ce qu'ont ressenti les colonisés. Mais attends, comment est-ce qu'on peut mesurer les sentiments, le ressentiment de quelqu'un? Oui. Oui. Ce n'est pas possible. Soit on est dans le factuel,
Et dire qu'ils ont construit un hôpital ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de mal, en fait. Ouais, bien Ça ne sûr. veut pas dire ça, en fait. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, après la colonisation, il y a eu beaucoup de guerres civiles en Afrique. Donc, est-ce qu'on va attribuer ça à l'indépendance? Non, en fait. On ne va pas attribuer ça au régime républicain. Non. Ce sont des choses qui arrivent et ce pas des choses qui sont forcément liées à la colonisation parce que même avant la colonisation, les gens s'entretuaient sur la planète. Pas, ça n'a pas débuté et puis ça n'a pas pris fin parce que la colonisation a pris fin non plus. Ah oui, je vois. Ce que tu voudrais, c'est de manière générale, les gens recentrent le débat sur du factuel, sur qu'est-ce qui est positif économiquement, qu'est-ce qui est négatif, etc., en oubliant tout ce côté émotionnel qu'on voit souvent, qu'on met partout, de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que comment je me suis senti, etc. Tu voudrais que le débat se centre sur les faits, quoi. Ouais, non, sur les faits. En fait, sur les faits, en fait, moi, je veux que le débat soit concentré sur les faits. C'est-à-dire que si j'ai dit que ils ont construit, je sais pas, 10 hôpitaux, tu dois venir me démontrer qu'ils n'ont pas construit 10 hôpitaux. Mais tu commences pas à me faire du chantage émotionnel sur comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? C'est ça ce qu'ils ont subi? Non, en fait, je ne suis pas en train de parler comment on appelle là, du ressenti des colonisés. Parce que là, nous, on va être d'accord là-dessus. En fait, ils n'ont pas bien vécu ça. Là, on est d'accord dessus. Mais sauf que si on va parler ça, on va faire le bilan. Parce que comment on appelle là, il n'y avait pas que les blancs là-bas. En fait, les administrateurs étaient des noirs pendant la colonisation. Donc, on ne peut pas attribuer ça aux autres, en fait. Donc, on va faire le bilan, on va s'asseoir, et il n'y a pas de problème. Ben, ok, ces noirs-là qui étaient devant, qui faisaient subir à d'autres noirs, ça, est-ce qu'on en parle de ça ou il n'y a que les autres, en fait, qui devraient être coupables, en fait. C'est la même chose quand on parle de la colonie, quand on parle de l'esclavage. J'ai fait des vidéos dessus où je disais que l'esclavage, en fait, et il y a, comment on appelle là, il y a des personnes, en fait, qui luttent contre l'esclavage, mais sauf qu'il y a un seul esclavage qui les intéresse. Oui, on connaît. Voilà. L'esclavage des 14 siècles des arabo-musulmans, personne n'en parle. Ils n'ont jamais reconnu d'ailleurs. Quand ils leur posent la question, ils commencent à minimiser, ils commencent à relativiser. Ils vont te parler que l'esclavage moderne est la même chose comme. En fait, ils vont tout faire sans reconnaître. L'esclavage aujourd'hui, en fait, qui est pratiqué par d'autres noirs sur d'autres noirs, on en parle ou pas? Parce que moi, je suis contre l'acte qui est d'esclavagiser son prochain, mais je ne suis pas là pour juger la couleur de peau de celui qui esclavagise. Sauf que quand il critique l'esclavage, en fait, c'est dans le but, en fait, de critiquer les autres. Sinon, le sort des esclaves même, ils s'en battent les couilles, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire sur l'esclavage actuel, en Afrique, on sait, on l'a vu, il y a des gens qui l'ont montré, il y a encore des ethnies qui réduisent à l'esclavage d'autres ethnies. Ça existe, il y a encore de l'esclavage en Afrique. Et c'est vrai que ça, c'est complètement passé sous silence par la gauche morale qui nous parle de l'esclavage en permanence, de l'esclavage historique. On ne les voit jamais sur le terrain de l'esclavage pour l'esclavage moderne. En fait, c'est dans le but. Il n'y a jamais autant d'esclaves qu'aujourd'hui. En fait, c'est dans le but, en fait, de vous culpabiliser, pour vous faire accepter des choses que normalement, personne ne va accepter, en fait. Voilà. Ouais. Donc, ils vont dire, et comme j'ai regardé l'intervention d'Antoine Léman, qui disait que la France, il a dit à l'Assemblée nationale, le sujet c'était l'immigration. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo là-dessus. Il dit que la France pille les ressources de la Côte d'Ivoire. Et après, il est sorti. Et après, il est sorti de l'Assemblée. Il dit que et quand il parle de ces pillages, en fait, il parle du déficit commercial entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc, pour lui, s'il y a déficit, c'est comme j'ai expliqué, s'il y a déficit commercial, c'est qu'il y a pillage. Sauf que, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vend à la France? Nous, on produit le cacao. La France, l'économie française est basée, qu'on appelle à 80% sur les services qui sont les hôpitaux, le commerce, le transport. Ouais. 17%, c'est l'industrie.
Et 3%, c'est le nucléaire et 3% encore l'agriculture, en fait. Bah, c'est à peu près ça, en fait. Oui, oui, oui. C'est différent selon les chiffres, en fait. Ce que tu veux dire, c'est Et que le déficit commercial, en fait, il se plaint qu'il n'y ait pas assez de demandes, alors que toi, tu dis, mais il n'y a pas d'offre. C'est ça? Il n'y a ouais, pas d'offre en Côte d'Ivoire pour non, qu'il y ait assez de commerce dans les deux sens, quoi. non, en fait, ce que je vais dire par là, c'est que s'il y a déficit commercial, c'est parce que la France, elle vend qu'on appelle du matériel médical à la Côte d'Ivoire qui coûte extrêmement cher. Nous, on vend quoi? Noix de coco, Ouais. quand même. Oui, et puis personne n'oblige à acheter ou à vendre à qui que ce soit. Tout le monde le Ah, fait parce soit, qu'il pense que c'est le la truc, meilleure option. en fait, nous, on n'exporte pas des produits finis en France. C'est de Ouais. noix de coco, du cola, du cajou. Et en fait, tu veux que ces choses-là aient le même prix que des scanners, bon sang. Oui, oui, non, mais Arrêtez de vous évidemment. foutre de nous. Ouais. Ah non, mais t'as raison, t'as raison. C'est vrai que quand on pose les choses à plat, tout simplement, c'est vrai qu'en plus, c'est logique, hein, c'est logique. Maintenant, il vient, et après, il est sorti, en fait, de l'Assemblée, il a dit quelque chose d'autre que, je sais pas, il a dit, ouais, bon, c'est lui qui a expliqué, en fait, que les médicaments, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais bon, quand on regarde, si on prend sa définition à lui pour dire que comme il y a déficit commercial, donc c'est pillage, on a compris. Mais et la Chine? La Chine est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Le déficit commercial, il est comme ça. Les Chinois n'importent rien de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de diaspora ivoirienne là-bas. Les produits que nous, on exporte en France, en fait, ce sont les produits qui sont consommés par des Ivoiriens qui vivent là-bas. Mais en Chine, Ah, nous ne sommes pas là-bas. eh Nous oui, ne ok, sommes pas ouais. là-bas. Donc, le déficit commercial, il est comme ça. Ouais. Mais je ne connais pas de médias chinois ou soit des députés chinois qui appelleraient ça pillage. Ouais, non, bien sûr. Non, bien sûr. Non, non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Bon, franchement, mec, c'était super. Antimanaf, vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on a essayé de faire un tour des sujets déjà. Écoute, on te réinvitera sûrement si tu es d'accord. Quand tu auras un sujet à propos de la Côte d'Ivoire ou des choses comme ça, on te réinvitera parce que je pense que c'était vraiment ça. Je pense que notre communauté a beaucoup aimé. Il y a beaucoup de gens en ligne à l'heure actuelle. Donc, à mon avis, quand la rediffusion va sortir, je pense qu'on va avoir aussi beaucoup de très bons retours. C'était super, c'était très clair. Tu es arrivé avec des chiffres, etc. C'est implacable. Je pense que tu as mis. Là, je pense que tu mets beaucoup de gauchistes en PLS parce que beaucoup de gens dont toute la rhétorique est basée sur des approximations, des grandes phrases comme ça, mais comme tu l'as dit, qui sont pas Non, sourcées. Toi, t'es avec les chiffres, quoi. la grande phrase, chaque fois que quelqu'un te dit que la France vit de ses anciennes colonies, il faut que la personne soit capable d'expliquer quelles sont les entreprises françaises dans ces pays-là qui exploitent les ressources. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise française aurifère dans ces anciennes colonies. Ouais, ouais, Et donc quand ça, t'as bien même raison. il y aurait des entreprises françaises aurifères dans ces pays-là, il faut connaître d'abord qui sont les clients de ces entreprises, en fait. Parce que ce sont des particuliers qui investissent. Maintenant, si vous n'êtes pas content et qu'il y a que certaines personnes prennent des dividendes, allez-y, investir. C'est quoi, Ah c'est oui, quoi non, le mais c'est projet? ça, parce que en fait, l'exploitation, elle est que quand il y a un rapport de force, que quand il y a Oui, quelque chose la qui est personne imposé est aux autres. obligée. Ouais. Là, en fait, c'est parce qu'il y a un intérêt pour le pays de vendre, d'accepter des investissements, etc., etc. Mais écoute, c'était vraiment génial et j'ai hâte que tu reviennes dans l'émission quand il y Ouais. aura un sujet sur l'Afrique ou sur la Côte d'Ivoire. Merci Ouais. énormément. Merci beaucoup. Merci Mm. beaucoup d'avoir Ok, été là. Et donc, je le bonne redis, allez soirée. le suivre sur ses réseaux. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ok, ciao. Ciao, merci, bye bye. On met le lien de son TikTok à plus de 60 000 abonnés en description sur la rediffusion. Il y a Pierre qui vous le met aussi dans le chat Franchement, il était du super. Hein. live. T'as vu? Ouais, c'est génial. Ouais. Je t'avais dit qu'il était fort, hein. Franchement, Ouais. il est fort. Et puis bon, là, on essaie de pas faire, parce que tu peux faire ça, tu peux aller sur l'or, tu peux aller sur tout, parce qu'il a les chiffres sur tout à chaque fois. Hein. Donc ça peut. Non, mais c'est vrai, mais sa rhétorique, elle est très bonne. Hein, quand il dit. Et c'est vrai que il a raison, là, tout à la fin, ce qu'il dit en conclusion. Maintenant, quand quelqu'un vous dit ça, même quand vous avez, parce que c'est souvent soit des gauchistes, soit des mecs d'origine africaine, qui vous disent en France, ouais, mais la France, elle pille l'Afrique, bah, dites-lui, donne-moi les chiffres, dis-moi alors. Voilà. Et après, tout simplement, comment pille-t-elle l'Afrique, comment pille-t-elle tel pays, avec quelle entreprise, dis-moi, tu vois. Le sujet suivant, c'est un sujet dont toi, Baptiste, tu voulais,
tu voulais parler et qui t'a énormément énervé ces derniers temps. Ah ouais, j'en peux plus surtout. J'en peux plus. Comme vous le savez, l'Iran et Israël sont rentrés en guerre en se bombardant mutuellement. L'armée israélienne a demandé à la population de rester à proximité des abris, alors que les attaques iraniennes ont fait 10 morts et plus de 200 blessés depuis samedi soir, selon les services de secours. En Iran, où des sites ont été attaqués dimanche à Téhéran, le ministère de la Santé évoque un bilan de 120 morts et plus de 900 blessés. Bon, je ne vais pas vous donner plus de détails techniques, mis à part ces chiffres concrets, car je n'ai pas envie de dire de conneries. Mais qu'est-ce que tu penses de cette situation, toi, Baptiste? Non, en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que je n'en peux plus. En fait, je sature de ce conflit-là. Je sature de la prise d'otages intellectuels sur tous les réseaux, sur toutes les chaînes de télé, en permanence, sur ce conflit. On n'en peut plus, en fait. Enfin, moi, je n'en peux plus. C'est vraiment le monde entier tourne autour de Israël-Palestine. Mais putain, mais à un moment, il faut qu'on ressente le truc. Vous savez ce que c'est, Israël? Vous savez ce que c'est, la Palestine? Israël, c'est la 28e puissance économique mondiale. Ils sont derrière la Belgique, d'accord? Mais vraiment, hein. Et la Palestine, c'est 5 millions d'habitants. D'accord? C'est moitié moins que la Suisse. Est-ce que vous pensez que si la Belgique et le Luxembourg ont un conflit, le monde entier va s'arrêter de tourner? Non, on n'en peut plus de vos pays insignifiants de merde qui se foutent sur la gueule depuis des siècles. Et le monde entier, le monde, et surtout le monde chrétien, parce que c'est ça le pire, parce qu'en Chine, ils s'en battent les couilles, en Inde, ils s'en battent les couilles, même dans les pays musulmans, ils s'en battent les couilles. Et nous, le monde chrétien doit choisir son camp. C'est obligatoire, moralement. Putain, mais c'est insupportable. Il y a eu 60 000 morts en 10 ans dans le conflit israélo-palestinien. Environ, selon les estimations de Gaza, qui est des chiffres repris par l'ONU. Bon, alors même à 10 000 près, alors il y en a 10 000 de moins, 10 000 de plus. Prenons la tranche moyenne, 60 000 morts en 10 ans. Vous savez combien il y a eu de morts en 10 ans au Yémen? 400 000. 400 putains de 1000 morts au Yémen. 150 000 morts dans les combats. 150 000 morts dans les combats, 277 000 morts civils à cause de la famine, de manque de soins, etc. Mais est-ce que vous êtes, et ne serait-ce que capable de dire à quoi ressemble le drapeau du Yémen? Non, parce que personne ne l'agite en permanence, ni dans les rues, ni dans les commentaires, ni dans les statuts Facebook, etc. Le drapeau palestinien est partout. Et les Yéménites, apparemment, c'est quoi? On s'en bat les couilles? Putain, depuis les années 90, il y a eu 6 putains de millions de morts au Congo. 6 millions! Putain. Pas 60 000! 6 millions! Mais putain, ils sont où les Congolais avec leurs drapeaux, etc.? Putain, non mais sérieusement, non! Attends, mec, je suis sûr qu'en France, il y a plus de Congolais qui ont sorti des drapeaux palestiniens que des drapeaux congolais. Mais évidemment, c'est insupportable, obligé de... Et alors, t'as les deux camps de la loose, parce que franchement, c'est ça qui te prennent la tête dans la... Le pire, c'est pas ces pays-là. Moi, c'est pas le problème de ce que fait Israël ou de ce que fait la Palestine. Ouais. Le problème, c'est leur diaspora insupportable. Alors, tu as soit la diaspora juive à travers le monde qui est dans les va en guerre, il faut que tout le monde aille faire la bagarre pour Israël, parce que d'un seul coup, la civilisation judéo-chrétienne est en danger. Alors, quand c'est les chrétiens du Congo ou les chrétiens yézidis, etc., il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. Hein. C'est que quand les juifs se font tuer. Ou alors c'est l'international marxiste islamo-gauchiste de la loose, d'accord, insupportable. Oh, Gaza, il y a un génocide, mais 60 000 morts, vos conflits de merde qui tuent personne, arrêtez, c'est insupportable, putain. Alors on va dire, oh, tu te rends compte, il a dit que ça tue personne, ah bah ouais, j'aimerais bien, mais je viens de vous donner des exemples, 6 millions au Congo, putain, 400 000 au Yémen, oui, à côté, comparativement à ce qui se passe ces 20 dernières années dans le monde, votre conflit ne tue personne, ça concerne des micro-pays pourris qui n'ont aucune force, qui n'ont aucune importance, dans la sphère géopolitique mondiale normalement, qui devrait n'avoir aucune importance, ça concerne des chiffres ridicules et le monde entier est en PLS de « Ah, attention, c'est soit même les Palestiniens, là, mais franchement, mais sérieusement, quand on voit vos manifs de merde, avec des espèces de salopes de 50 kilos, avec des mèches violettes qui mettent le kéfier, mais vous avez pas honte? C'est ça que c'est votre habit traditionnel, là, le kéfier, porté par des mères des LGBT, sidaïques. C'est ça qu'il veut, Allah. C'est ça qu'ils veulent, le Hamas. Franchement, il est fier, là, Allah, de voir ça, bordel de merde. Putain, mais c'est insupportable. Et de l'autre côté, bon, après, à la différence de la Belgique, de l'autre côté, c'est les Israéliens qui sont là en mode, d'un seul coup, il faut que le monde entier, il balance des bombes
Ils bombardent l'Iran en sachant que derrière, il va falloir qu'on les aide parce que c'est toujours pareil. Ils commencent des conflits et puis derrière, le monde entier doit venir les aider. Mais putain, mais c'est insupportable. Alors qu'eux, ils n'ont jamais aidé personne. Jamais Israël n'a aidé personne. Ils étaient où Israël? Ils sont où Israël pour aider les autres là? Jamais. C'est que pour leur cul. Donc c'est insupportable. Et alors, soit t'es une merde. Alors, donc si je dis ça, je suis un connard antisémite, j'ai rien compris au conflit, blablabla. Bla, bla, bla. Ou alors, si je critique la Palestine, un truc de merde, je suis un connard de sioniste, je suis vendu, je tapine pour Golnadel. Mais c'est insupportable. On s'en fout. On s'en fout de votre vie, on s'en fout de vos pays de merde et on s'en fout de votre conflit. C'est insupportable. Il faut que les gens commencent à s'en foutre. C'est un truc de fou. Et pourtant, vous savez que je suis pro-Trump, mais le gouvernement américain et les républicains toujours obligés de toujours supporter Israël en permanence, et les autres côtés, les autres, toujours obligés de supporter la Palestine, alors que des deux côtés, sérieusement, putain, mais il y a plein de trucs contradictoires tu sais, et on dirait qu'ils font fi de tout ça parce qu'il faut absolument que j'ai un camp. Il faut que je me positionne. Mais arrêtez de vous positionner. C'est un conflit qui est extrêmement symbolique, je pense, parce que Israël représente quand même la puissance. Ils ont l'arme nucléaire, la richesse, c'est un pays développé, et donc la droite, on dirait, alors que la Palestine représente plutôt la gauche, le pauvre, non blanc, minoritaire, dominé. Mais faut arrêter. Sauf que la Palestine, c'est un gouvernement, le Hamas, c'est un gouvernement théocratique, d'islam radical, absolument pas gauchiste du tout. Non, mais c'est ça. Et Israël, c'est un État, c'est aussi un État religieux et c'est un État juif. Donc Israël ne représente pas la droite catholique conservatrice et le Hamas ne représente pas la gauche prolétaire ou l'international gauchiste. Ouais, t'as tout à fait raison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le marxisme. C'est des faux étendards. C'est des faux étendards. Mais dans la logique marxiste, en fait, peu importe tes valeurs, peu importe si t'es bon ou mauvais, le marxiste va toujours défendre la minorité face aux blancs, le pauvre face aux riches, non, mais je sais. Mais c'est insupportable. En fait, là, le truc, c'est que ça dépasse ça. En fait, parce que moi, c'est que les marxistes, je m'en fous. Le problème, c'est que ça dépasse ça. C'est le monsieur tout le monde qui doit absolument être d'un côté ou de l'autre. Et là, on a Swagger dans les commentaires qui nous dit si l'Iran fabrique la bombe, c'est 10 millions de morts directs. Ah bon, pourquoi? T'as une boule de cristal, Madame Irma? Putain, le Pakistan, ils ont la bombe nucléaire. La Corée du Nord, ça fait 50 ans qu'ils nous disent qu'ils vont exploser tout le monde, qu'ils envoient des missiles balistiques vite vers le Japon en disant attention, on va faire des tirs, on va tuer les gens. T'en sais rien du tout. L'Iran, faut arrêter de penser que c'est des Mongoliens aussi, d'accord? Le jour où l'Iran balance ne serait-ce qu'un missile, ils savent très bien qu'ils sont rayés de la carte. Il y a absolument personne. C'est vrai que dans les manifestations politiques, dans les prises de parole politiques, par exemple pour la France, tu vois plein de drapeaux palestiniens dans les meetings de gauche, tu vois plein de députés à l'Assemblée qui parlent de la Palestine, et j'ai l'impression qu'à droite, c'est quand même moins présent. On n'a pas des drapeaux israéliens partout dans les meetings de droite. Par contre, j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de réponse en fait qu'on devrait même pas donner à la gauche. La gauche défend la Palestine, et nous, on n'a pas à se positionner forcément contre ça. Par contre, d'un point de vue culturel, je suis entièrement d'accord avec toi. D'un point de vue géopolitique, je pense que tu vas être d'accord avec moi aussi. Là, on n'est pas en train de critiquer ce que fait Israël en tant que tel. Parce que c'est même pas ça, c'est ce que je te dis. Pour revenir à ce qui est dit dans le chat, en fait, moi, j'aimerais quand même vous donner un avis très rapide là-dessus. C'est que tu as l'Iran et les hauts dirigeants iraniens qui, depuis des décennies et toujours récemment, annoncent qu'ils ont envie de rayer Israël de la carte. Ils sont en train de développer l'arme nucléaire. Moi, je trouve ça normal qu'Israël ait envie de défoncer l'Iran. Ça, c'est mon point de vue. Non, mais bien sûr, entre eux. Mais le problème, c'est toujours compter sur les autres. C'est ça qui est insupportable. Le problème, c'est toujours démarrer les conflits. Et puis derrière, il faut que tout le monde aille batailler. Comment ça va finir, cette histoire? Ça va finir avec des soldats américains qui vont aller se faire tuer là-bas? C'est insupportable, tu vois. Pourquoi? Pour des pays à la con. Alors, c'est fini maintenant. Moi, je te dis, vous voulez mon avis? Parce que vu qu'il faut absolument se placer. Voilà. C'est quoi ton avis? Mon avis, c'est qu'en fait, ces pays ne méritent pas d'exister. Voilà. Ça devrait être des États latins d'Orient. Puisque vous n'êtes pas capable de jouer gentiment, et ben je confisque les jouets. C'est terminé. On vous a donné ces pays. On vous a donné. Non, c'est écrit dans la Torah que notre truc, c'est Dieu qui nous l'a donné. Non. Il vous a rien donné du tout. C'est nous qui vous a donné Israël dans les années 50. C'est nous qui vous avons laissé avoir un pays. Dieu, il vous a rien donné. Arrêtez avec ça. C'est écrit dans votre bouquin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à branler que c'est écrit dans votre bouquin? Et la Palestine, non, mais on était là depuis des milliers d'années ou je sais pas quoi. Même le mot Palestine, ça a été inventé par les Romains, bande de trous de balles. Même le mot Palestine n'existe pas. Pour faire chier les Juifs. Mais oui, alors arrêtez, c'est des pays qu'on vous a donnés, d'accord? Ça devrait être des États latins d'Orient, avec
avec un culte libre, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller à la mosquée, vous avez le droit d'aller à la synagogue, mais vous faites chier personne. Voilà. Voilà, on récupère le tombeau du Christ, on récupère ces pays et vous arrêtez de casser. Parce qu'en fait, vous nous cassez les couilles. C'est vraiment, on dirait, les deux abrutis du fond de la classe, là, tu sais, qui peuvent pas s'entendre et toute la classe doit. Non, mais. Et qui font ralentir tout le monde. Donc, en fait, j'en prends un, j'en mets un dans chaque coin et maintenant, c'est terminé. C'est la maîtresse qui décide. Voilà. Vous voulez mon avis? Vous ne méritez pas vos pays de merde. Voilà. Vous savez pas Momo d'un gérer, côté et Kevin de l'autre. des conflits mondiaux, alors que à la base c'est des embrouilles de sémites, c'est des embrouilles, vous êtes des cousins, d'accord? Et nous les blancs, la civilisation parce que toute la technologie en Israël, etc., elle vient d'où? Faut arrêter un moment aussi, hein, d'accord? C'est nous, c'est les blancs Des États-Unis, occidentaux oui. qui avons tout fait, putain de merde, d'accord? On vous a créé des pays. Si vous avez des chiottes propres pour chier là-bas, c'est grâce à nous. Si vous avez de l'eau courante, c'est grâce à nous. Si vous avez des avions pour vous foutre sur la gueule, des missiles, c'est grâce à nous. Et maintenant, il faut que le monde entier tourne autour de vous. Donc, vous ne méritez pas vos pays. Voilà, vous ne méritez pas vos pays. Donc, tous les juifs qui me suivent là, qui sont pas d'accord avec ça pro Israël, eh ben unfollow et moi, il y a pas de souci. Et les autres, les Palestiniens, les pro-palestiniens de merde, etc. Insultez-moi, faites pareil. Je m'en fous. Vous êtes insupportable. Oui, non, mais non, mais mec, là, je pense qu'en plus, ta conclusion, elle est pas bonne. Parce que dans l'absolu, comme tu le disais, le fait qu'Israël attaque l'Iran, pourquoi pas, compte tenu de la situation. Après, toi, ce que tu reproches, c'est dans nos pays occidentaux, les gens qui parlent que de ça constamment, et aussi nos gouvernements occidentaux qui aident ces pays-là, qui interviennent dans cette guerre-là. Parce que dans l'absolu, comme tu le disais, lorsque les États-Unis vont envoyer leurs soldats là-bas, c'est pas Israël qui les amène de force là-bas. C'est le gouvernement américain qui estime qu'il a des intérêts à aller là-bas. Oui, mais à un moment, en fait, c'est la même chose partout. Tu ne peux dans la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui et dans ce genre de conflit, tu te retrouves obligé de te placer parce que déjà tu as des ressortissants là-bas. Parce qu'Israël, c'est pas un pays avec un peuple, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est des juifs de partout à chaque fois. Donc il y a des juifs français, il y a des juifs américains, etc. qui vivent là-bas, qui ont rien demandé d'ailleurs, hein, pour certains. Et donc forcément, tu vas pas les laisser se faire niquer, se faire exploser par le Hamas ou par l'Iran, parce que aussi, c'est des forces économiques, donc il faut qu'il y ait des accords, il y a des choses. Ça fait chier le monde entier, ce genre de conflit. Ouais, mais c'est des choix, quoi. C'est des choix, malheureusement. Genre, moi. Et puis, je te dis, faut voir aussi la pression qu'ils mettent dans leur diaspora, etc. Le nombre de politiques israéliens qui sont en fait qui jouent pour Israël et qui sont en fait en politique française, etc. Alors que leur premier pays c'est Israël, d'accord. On en a un, Meyer Habib, etc. Tous ces mecs-là. Même Strauss-Kahn à l'époque, il avait dit. Dominique Strauss-Kahn, avant que les gens se rendent compte que c'était un violeur, il allait accéder à la présidentielle française. Il a dit mot pour mot dans une interview, mon premier pays c'est Israël, c'est d'abord Israël. Donc ces gens allaient voter, et les gens allaient voter pour lui, mec. Et les gens allaient voter pour lui. Les Français allaient voter pour lui. Donc tu vois ce que je veux dire. Le truc, c'est qu'ils font aussi de l'ingérence, entre guillemets, via leur diaspora, etc., dans les pays un peu partout, ce que ne font pas les Yéménites. Tu vois, bizarrement, il n'y a pas de Yéménites. Ouais, mais par exemple, avec le gouvernement français pour nous emmener à la guerre en Yémen, tu vois. Ils n'ont pas la capacité de le faire, je pense. Mais après, tu vois, par exemple, on l'a vu avec les frères musulmans. Ils font la même chose, ils défendent leurs pommes, quoi. Mais voilà, c'est ce que je dis. Mais des deux côtés, c'est insupportable. C'est exactement ça. Des deux côtés, c'est insupportable parce qu'en fait, comme ils font de l'entrisme et ils utilisent leur diaspora pour faire de l'entrisme, des pressions, etc., ils finissent par avoir le monde entier qui se positionne sur leur conflit qui, à la base, tout le monde devrait s'en branler, quoi. Ouais. Malheureusement, il y a le tombeau du Christ là-bas, et c'est pour ça qu'on y porte un intérêt aussi. Et on n'a pas envie que tout ça soit détruit, comme exactement. Tu disais un peu plus tôt. Exactement. Tu as bien raison. Je veux juste un petit point théorique très très rapide. En tant que libertarien, en tant que minarchiste, je pense que le gouvernement doit se limiter simplement à la sécurité, à la justice, à la protection des frontières. Donc pour moi, le gouvernement israélien qui agit pour défendre l'intégrité du pays, il est tout à fait dans son droit. Après, évidemment que les autres pays qui ne sont pas menacés à part l'Iran n'ont aucune raison de prendre votre fric à vous pour aller financer l'armement israélien qui se démerde tout seul, comme tu le dis. Et par exemple, je sais pas, si tu es un Israélien ou un Juif qui vit en France et tu as envie d'aider Israël, tu peux envoyer un don, comme on disait pour l'Ukraine et la Russie. Tu peux aussi aller t'engager dans l'armée de ça. Là. Tu peux aussi aller t'engager. Si pareil pour tous les autres. Si c'est vraiment ton combat. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est vraiment quand tu as un État qui va financer la guerre de quelqu'un d'autre, comme on le fait en Ukraine et en Russie. Ouais, bien sûr. Comment on fait exactement. Non, mais financer, et puis même, là, je te dis, c'est moralement, tu vois.
idéologiquement, etc. Il faut reconnaître, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois. Alors là, Macron, il se demande s'il va reconnaître l'État, mais qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi. Putain, on parle de 5 millions de personnes, le trou de balle du monde, littéralement. Un lieu Putain, symbolique, c'est incroyable, quoi. un conflit symbolique, et c'est ça qui engendre tant putain, de ils en ont fait un truc choses. symbolique, tu parles. Non, Ouais, mais la vas-y, réalité, mec, on c'est enchaîne que parce que on va enchaîner, j'en ai ouais. marre. Vraiment, j'en ai ras le cul, mais parce qu'ils sont partout, mec. Je te jure, c'est insupportable. Tu ouvres un TikTok au hasard d'un mec qui parle de n'importe quoi de géopolitique dans le monde, qui a rien à voir. Les premiers commentaires, Free Palestine, Free Israël, blablabla. Mais putain, ils sont partout, sauf au combat. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont partout dans les commentaires, ils sont partout, mais allez vous battre pour le Hamas, allez-y, Arima Hassan, etc. Au lieu d'amener des tucs, des petits beurres et des machins, va te battre, amène des armes et vas-y, Au Rima moins, on va Hassan, faire le chaînon, l'infirmière, le chaînon la manquant là, cuisinière va te pour les battre, soldats du voilà, Hamas. Au exactement, moins, on va faire la cuisinière. exactement. Va des pipes aux combattants, va leur faire des bandages, ils cassent pas les couilles. Et pareil pour les autres, Israël, bah allez vous battre, allez dans l'armée de Sahel, ils recrutent, tous les jours ils recrutent l'armée de Sahel. Allez-y, allez tuer des Palestiniens, allez-y, mais arrêtez de casser les couilles sur TikTok, c'est insupportable. Et ça n'empêche que dans n'importe quel conflit dont vous pouvez entendre parler, vous pouvez avoir une préférence pour un côté ou pour l'autre. Moi, j'ai une préférence, par exemple, mais je pense à aucun moment c'est un sujet principal dans ma vie, quoi. Et ça devrait pas l'être dans votre vie non plus. Putain, mais grave, sérieux. Donc, je te propose de passer au prochain sujet, comme tu l'as dit. Allez, ça va faire du bien. On va commencer par réagir à l'émission de France 2, mec, dans laquelle ils t'en ont mis plein la gueule. C'est un... On va maintenant réagir à un extrait de l'émission. Que des trucs sympas pour moi. Non, tu veux mettre un extrait carrément? Ouais, je pense qu'on va mettre deux petits extraits, non? C'était sympa avec toi et Papacito, la viande et compagnie. C'est sympatoche. C'est très rapide en plus comme extrait. Je vais juste l'introduire rapidement. Mais en gros, on va réagir à un extrait de l'émission de France 2, Complément d'enquête, dans laquelle ces parasites du service public nous parlent de la viande, de l'extrême droite, de Papacito et de notre cher Baptiste Marché. Nos amis véganes vont se palucher sur cette vidéo. La viande est bel et bien devenue ces dernières années un sujet éminemment politique. Une partie de la fachosphère en a même fait l'un de ses emblèmes, un signe de ralliement. En témoigne cette vidéo datée de novembre 2020 et visionnée depuis plus de 2 millions de fois. On y voit l'influenceur nationaliste Baptiste Marché, ici à gauche, recevoir le militant d'extrême droite Papacito pour un déjeuner intitulé « Repas de seigneur ». Si tu veux, c'est pas un steak qui vote écolo. C'est pas un steak qui vote France Insoumise. C'est un steak qui vote France Éternelle. La viande, c'est devenu le symbole d'une bataille culturelle. Et une bataille culturelle qui est identitaire. Quand on entend aujourd'hui des résistants, mais c'est vraiment les Jean Moulin à poivre, comme on les appelle, pour en rire, quoi. On a l'impression que la viande, c'est devenu leur cheval de bataille, et c'est un enjeu majeur dans cette bataille identitaire culturelle qui a même pas des effluves xénophobes, qui se base aussi sur ça, puisqu'elle se base sur une identité fantasmée de ce qu'a été la France, et de ce qu'elle devrait continuer à être dans le futur. Elle a dit tout et son contraire, elle parle de n'importe quoi, mais je te laisse réagir. Mais c'est franchement. Alors, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais je les avais envoyés chier. Vous vous rappelez pas qu'ils m'avaient demandé de te participer? Ils m'avaient demandé une interview pour ça. Et je les ai envoyés chier, évidemment. Et donc, la lesbienne Bouboule, là, elle est pas contente. Donc, forcément, elle enfin, voilà. Donc, bien sûr, j'ai pas regardé la suite du reportage. Hein, je vais pas te mentir, hein, j'ai vu cet extrait. Alors, déjà, je vais dire un truc, pour la première chose que je vais dire. Quand vous voyez un extrait comme ça, quand vous voyez quelque chose qui me mentionne, un média qui me mentionne, etc., dites-vous que je l'ai déjà vu. Voilà. Au moment où vous le voyez, moi, je l'ai vu. Je vous le dis parce qu'en fait, là, encore aujourd'hui, j'en reçois presque une centaine par jour. C'est-à-dire que cet extrait, depuis qu'il est sorti, on me l'envoie plusieurs centaines de fois par jour, tous les jours. Il y a des gens, ils le découvrent au bout de 4 jours et ils me disent « t'as vu ?» Oui, j'ai vu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, comment ça se passe, c'est que ce truc-là sort, généralement, presque à chaque fois, je l'ai dans mon feed. Forcément, parce que l'algorithme, il reconnaît mon nom, etc. Donc, je l'ai dans mon feed. Donc, je le vois de moi-même. Et ensuite, toute la journée, je le reçois en message. Toute la journée du lendemain, et toute la journée d'après. Et là, j'en ai encore. Et bah oui, ça peut être. En fait, je comprends, tu vois. Les gens, ils le voient, ils se disent « Ah ouais, mais déjà, ils regardent pas la date. » Donc, tu sais, au bout de 2 jours. Et ils se disent, je sais pas comment ils arrivent à se dire que j'ai pas pu tomber dessus. Ils se disent « Ah, je vais lui envoyer, il a peut-être sûrement pas vu. » Non, mais je l'ai vu. Si vous le voyez, c'est que je l'ai vu. C'est impossible que vous voyez un truc qui me concerne que j'ai pas vu. Je l'ai vu, je vous assure. Non, mais voilà. Je vous le dis. Donc oui, je l'ai vu. Mais en fait, c'est toujours le même principe. C'est qu'en fait, ils prennent un extrait
Alors, ils ont pris la blague. C'est vrai qu'à ce moment-là, Hugo, il fait une blague en disant c'est pas un truc qui vote le LFI. Voilà, il fait une blague, c'est pas un steak qui vote la France Insoumise. Mais c'est parce que il dit ça parce que le steak est balèze et gros. Et donc, sous-entendu, les mecs qui sont balèzes, ils votent pas la France Insoumise. Donc, ils ont pris le truc, tu sais, qui fait un rapport entre la viande et la politique. Et après, c'est une voix off. Parce que quand il dit que. C'est une voix off, puisqu'après, elle dit ouais, ils disent que la viande, c'est l'identité française. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas du tout ma posture. J'ai jamais dit ça. Jamais de la vie. J'ai jamais fait les repas de seniors en disant on fait repas de seniors parce que la viande, c'est l'identité française. Il faut manger beaucoup de viande, c'est ça d'être français. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Jamais. Et même Papacito le dit pas. Il parle juste du steak. Alors, ça aurait été un gros morceau de je sais pas quoi d'autre. Une grosse pastèque, ça aurait été pareil. Quoi. Le 3e épisode de repas de seniors, c'est sans viande. En plus. Ah oui, c'est un plateau de fruits de mer. C'est le 3e épisode de repas de senior que j'ai fait. C'est un repas de senior, il n'y a pas de viande. Donc, tu vois, et c'est sorti avant même celui-là, avant l'épisode. Combien de fois t'as parlé de viande sur les 65 épisodes de Radio Dixie? Mais voilà, jamais. Mais parce que ça n'a aucun rapport. Parce que ça n'a aucun rapport. Mais c'est toujours pareil. Le but, c'est de te faire passer pour un débile. Tu vois, ouais. Donc déjà, on n'est pas des créateurs de contenu. Hugo, c'est pas un écrivain. On est des militants d'extrême droite. Tu sais. Donc déjà, rien que pour ça, on est déjà dans le mensonge. Je milite, mais je milite pour qui? Comment ça, je suis un militant d'extrême droite? Je milite pour qui? Non, mais donc on est déjà dans le mensonge là-dessus. Et puis après, voilà, le but, c'est de faire passer pour des gogoles. Les gens moulins à poivre, j'avoue, c'est bien trouvé, tu vois. C'est sûr que si t'as des mecs qui pensent vraiment que la viande, c'est ça, c'est un combat idéologique et tout, alors que je rappelle que la première personne à avoir mis ça sur le devant de la scène, c'est Sandrine Rousseau. C'est elle qui a dit que de manger de la viande, c'était un truc d'extrême droite et de machiste, etc. C'est ce que j'allais dire, mais qu'en fait, c'est la gauche qui dit ça. En fait. Ouais, c'est la gauche qui a dit ça. C'est la gauche. Parce qu'en fait, toi, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils bouffaient de la viande tous les jours, à tous les repas, et on s'en battait les couilles. Oui, ou pas, parce que je veux dire, qui vivent à la mer, ils mangent des fruits de mer. Ce que je veux dire, c'est que le fait que la viande soit présente dans les repas, c'est quelque chose de très commun en France depuis c'est très longtemps. Il n'y a rien d'incroyable. C'est les gauchistes qui font de l'anti-viande la bataille culturelle. Et voilà, ils en ont fait quoi politique, et donc tu as des mecs qui répondent, et donc voilà, on inversation accusatoire. Et puis non mais voilà, et puis donc le but c'est donc on diffame, on ment, etc. Et c'est marrant dans les commentaires du réel, j'ai vu, parce que dedans apparemment il y a aussi comment il s'appelle, Gueuleton et d'autres chaînes comme ça, tu sais. Et en fait ça me fait rire. J'ai vu un commentaire de Gueuleton qui dit ouais, on est dans ce reportage alors qu'on n'est pas politisé, etc. Mais ça me fait rire. J'ai envie de... Si jamais vous pouvez envoyer cet extrait au mec de Gueuleton, mais les gars, vous croyez quoi? Vous croyez parce que vous avez tout donné, parce qu'ils ont tout donné pour ne jamais être politisé, pour être le plus lisse possible, surtout pas d'arpage, vous croyez que ça suffit? Mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Le fait même, vous avez des bérets, vous avez des accents, vous dites la bonne vieille France, vous parlez de... Mais ça y est, c'est tout. Vous pouvez tapiner autant que vous voulez, vous pouvez baisser la tête autant que vous voulez. Vous ne serez jamais admis par la gauche, jamais. Et de toute façon, ce n'est pas votre public. Et ça, c'est un réflexe insupportable des droitards en France, etc. C'est tu vois, comme Benoît Saint-Denis, comme tous, tu vois, assumez ce que vous êtes, c'est tout. Assumez, au lieu de... Ils sont fait le plus petit possible, c'est surtout jamais de connotation politique dans rien, le plus possible, et là ils découvrent, oh merde, on est quand même des sales connards d'extrême droite dans votre reportage. Bah oui les gars, bah oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est tout. Vous avez tapiné pendant des années pour rien. Ah là, ça sert à rien de baisser la tête, assumez ce que vous êtes, ça sert à rien, vous ne vous ferez jamais assez discret pour eux. De ce que vous êtes intrinsèquement pour eux, ils vous détestent. Ils vous détestent. Là, la lesbienne boulimique qu'on vient de voir là, et tous ses potes, ils vous haïssent. Vous pouvez être les blancs, t'es blanc, hétéro, costaud, mais les mecs, de la viande, ils ont les bérets. Gueuleton, c'est les pires. Ils se baladent en deux chevaux avec des bérets. Ils ont des restaurants d'entrecôte, etc. Ils vont voir les producteurs d'huîtres, de vin, etc. Mais ils vous détestent. Vous représentez ce qu'ils détestent. L'esthétique, le goût, le bon goût, la tradition. Ils vous haïssent. Arrêtez, ça sert à rien de vous faire petit. Et je le dis à tous les créateurs qui osent pas, qui disent ah mais je veux surtout pas. Arrêtez. Et tu vois, il y avait un créateur sur TikTok qui s'appelle Retour aux sources, que j'aime beaucoup, que j'ai invité sur un live, etc. Et lui, tu vois, il était dans cette vague-là. Et là, ça se voit que maintenant, il se lâche, tu vois, parce qu'il a compris. Il a compris, ça sert à rien de faire genre. Ça sert à rien de faire genre. Ouais. Donc Gueuleton, moi j'adore ce qu'ils font, Gueuleton. C'est super, c'est génial, Gueuleton. C'est génial, ils ont fait des restaurants, ils ont fait plein de trucs super, c'est génial. Mais
Arrêtez de baisser la tête, les gars. Dites ce que vous pensez. Lâchez-vous. Et dire non, mais moi, je veux pas faire de politique. La vie, elle est politique. C'est comme ça. Regardez, vous voulez pas faire de politique. On vous explique que vous mangez de la viande, vous êtes d'extrême droite. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout. Vous êtes politique, que vous vouliez ou non. Et on vous demande pas de supporter un parti. On vous dit pas de dire de voter RN ou de dire de voter Reconquête. Je sais pas, mais ça n'a rien à voir. On vous dit juste, dites ce que vous pensez. Arrêtez de vouloir l'aval. Arrêtez de vouloir être adoubé par la bien-pensance de la gauche, parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Un peu comme Vous le ferez chier petit tout comme combattant UFC blanc là qui a pas pu s'empêcher de faire un discours pro Doxa, pro Ah oui, bien-pensance. bah après lui, peut-être que c'est ce qu'il pense pour de vrai. Hein. Ouais, mais je pense que c'est des postures hein, pour plein de différentes raisons. Peut-être. Comme Benoît Saint-Denis, comme tu le disais juste avant. Oui, Benoît Saint-Denis, pour le coup, c'est vraiment ça, tu vois, c'est le meilleur exemple. Et ça suffit pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tu vois, Benoît Saint-Denis peut faire ce qu'ils veulent. Ils le détestent quand même. Pour eux, tu vois, ça n'empêche pas Street Press, ça n'a pas empêché Street Press de faire un article pour dire que c'était un sale nazi, tu vois, c'est tout. Ça sera comme ça, et puis c'est tout. Mais enfin voilà, donc en tout cas, vous êtes contents. Alors moi, je suis content, c'est le premier reportage, je crois, sur moi où je n'ai pas participé financièrement. Ah bah oui. Bah oui. Donc pour une fois, donc bon après ma famille en a participé, mes amis et tout, hein, chacun s'est cotisé, mais pour une fois moi non, parce que c'est marrant, hein, parce que vous savez le service public, faut pas croire, hein, il y a plus la redevance télé maintenant, tu sais, parce qu'avant il y avait la redevance télé, on se disait bah ouais on finance par la redevance télé, bah moi je m'en fous, je paye pas la redevance. Alors déjà c'était déjà faux parce que la redevance ce n'est pas 100% du financement, mais là maintenant qu'il y a plus la redevance, c'est une part de la TVA qui va pour ça, donc là vous payez tous. Parce que même les mecs au RSA, vu que c'est sur la TVA, à chaque fois que vous achetez vos clopes, hop, à chaque fois que vous achetez un, tu vois, je veux dire, un truc à bouffer, un machin. Même si tu regardes pas France 2, tu payes. Ah, vous payez tous. Et donc il y a ça. Déjà le Il y cas a avant, un c'est que les autre gens truc étaient pas que j'avais conscients. oublié, c'est la taxe, comment ça s'appelle, COP, je crois, ou un truc comme ça. Il y a une taxe qui date de 2009, il me semble, à l'époque où ils ont enlevé la pub du soir. Non mais attends, ils ont enlevé la pub du soir sur France Télé, tu sais, et ils ont remplacé par une taxe. Cette taxe, elle existe toujours. En plus de la truc TVA. Donc il y a ça en plus, tu vois. Donc bref, et après il y a ce qu'ils font en truc publicitaire, mais bon c'est pas le gros du panier parce qu'après ils font de la pub et tout, hein, parce que c'est le communisme, tu sais c'est toujours le pire du communisme et le pire du capitalisme. Donc ils freinent quand même des spots de pub en plus de tout votre argent, tu vois, voilà parce que comme ça bah mec, l'écrasante majorité de leur budget il vient de financement public. Ah oui, et, c'est ça. Et en plus ils font des pubs. Voilà, c'est ça. Mais tu payes, tu les finances, mais c'est comme si tu payes le Patreon, mais tu vois quand même les sponsors. Voilà, c'est pareil. Ouais, c'est ça, ouais. C'est eux, t'as les deux. C'est que t'as et la pub et le financement, et t'as pas le choix. Parce que sans le financement public, ils feraient faillite, hein, ils seraient complètement déficitaires. Ou alors, ce serait une petite chaîne du fond de la TNT, qu'ils auraient pas beaucoup de budget. Voilà, oui, c'est ça. Ils feraient la grosse, la lesbienne bouboule avec les cheveux courts, c'est une parasite qui vit sur votre argent de A à Z, qui vous crache dessus. C'est encore un exemple parfait pour prôner la privatisation de cette merde. Ah oui, non, mais oui, la suppression totale du service public, bien sûr. Non, moi je te dis, je pense que vraiment, une chaîne télé type Public Sénat, c'est-à-dire, tu sais, tu as une retransmission en direct de tous les débats de l'Assemblée, machin et tout, c'est rien, ça coûte rien en vérité, c'est une caméra en stream. Ça, c'est le seul truc public que je garderais, c'est ça. C'est un truc comme ça, les gens, ils peuvent voir tous les débats au Sénat, à l'Assemblée en direct, ils peuvent y assister. Ça c'est le seul truc que je garderais, et comme tu dis, ça coûte vraiment que dalle, hein, parce que c'est du live stream tout bête avec juste sur YouTube aussi, tu peux le mettre. Voilà. Donc ça c'est la seule chaîne publique que je garderais, c'est tout. Mais c'est tout. Et après il n'y a pas besoin de télé publique, il faut arrêter. Ni radio publique, ni télé publique, parce que la radio c'est encore pire. Donc ça coûte peut-être moins cher, mais c'est pire, hein, putain. Alors là vraiment c'est vraiment la pravda. D'ailleurs ils sont en train de travailler sur une radio publique pour enfants, mec, pour bien laver le cerveau des enfants dès le plus jeune âge. Ouais. Et puis en plus c'est niveau comment on dit, par targetisation, comment on dit en français, niveau ciblage du public, c'est vraiment, on sent que c'est bien réfléchi parce que c'est vrai que les gosses, ils écoutent à mort la radio. C'est-à-dire que les gosses, toute la journée, dans leur bagnole. non, mais parce que c'est vrai. En gros, le seul truc la radio, c'est à la rigueur les parents qui sont en voiture avec les gosses qui vont dire allez, on met la radio pour les gosses, parce que sinon, les enfants, ça n'écoute jamais la radio. Ils ont même pas de moyen de l'écouter. C'est-à-dire que même dans leur délire de lavage de cerveau de la population, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, c'est ça. Ils sont mauvais. Ah oui. Ils y arrivent juste parce qu'ils ont un budget limité. Au lieu de faire une chaîne YouTube, tu sais, ils feraient une chaîne YouTube publique pour les. Si vous voulez laver le cerveau des enfants, il faut faire un truc public. Maintenant, tous les gosses, faut faire une chaîne YouTube. Tous les gosses, ils ont des tablettes et tout. Non, ils se disent, on va faire des radios. Bien sûr, envoyez-leur des fax aussi.
Leur donne pas des idées à s'y retarder, mec. Envoyez-leur des fax ou faites un truc Minitel. Alors ça cartonne. Pour enfants. Bah oui, pour enfants, ça Ah cartonne là le là. Minitel chez les gosses. Bordel de merde. C'est vraiment le pire du pire, tout ça. Sujet suivant. Allez, ouais. On enchaîne. D'ailleurs, Il y en a encore 2-3. il y a un lien, Vas-y. je crois, non, non, vas-y. Ah oui, tu veux faire la commission d'enquête, là, non? C'est pas ça le prochain sujet? Ouais, C'est pas la commission exactement, mec. d'influenceurs? Encore un sujet qui va te stylé. mettre de bonne humeur. Oh, j'avoue, là, putain, ça m'a saoulé. Une commission d'enquête parlementaire dont vous avez probablement déjà vu passer les extraits vidéo. Dans le cadre de cette commission sur les dangers du réseau social TikTok, 5 influenceurs au contenu jugé problématique étaient auditionnés mardi 10 juin par des députés. Nasdas, Alex Hitchen, Adé Laurent, Julien Tanti et Manon Tanti ont été interrogés à tour de rôle depuis l'Assemblée nationale ou en visioconférence, et certains échanges ont viré à la passe d'armes. Par exemple, l'influenceur Nasdas, connu sur les réseaux sociaux pour ses distributions d'argent et ses contenus polémiques, a invectivé Arthur Delaporte, président de la commission d'enquête parlementaire. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Le député PS du Calvados, Arthur Delaporte, n'était pas au bout de ses surprises. Dernier exemple, pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi à cette histoire, contrarié par la façon dont est mené l'échange avec notamment l'utilisation de courtes citations de ses vidéos hors contexte, l'influenceur Alex Hitchen a décidé de quitter la commission en quittant la visioconférence. Au revoir monsieur, bonne journée, lâche-t-il devant les députés ébahis, des comportements auxquels les commissions d'enquête de l'Assemblée n'ont pas l'habitude. Mais est-ce qu'il a eu de sanction? J'ai entendu ça, c'est pas vrai? Mais en fait, son compte TikTok a sauté quelques jours après. Putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, alors là, déjà c'est la mode, hein, ces derniers temps, les commissions d'enquête, là, t'as vu, sur la télé, sur les trucs, mais alors moi, il n'y a rien qui me rend plus fou. Parce que là, on va sortir un petit peu même du débat qu'ils ont, mais quelle légitimité? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est vraiment l'Union soviétique, là, c'est les petits juges du peuple, mais qu'est-ce qui se passe? On est audité par le Comintern central pour savoir si... Mais c'est fou! Parce qu'on ne parle pas d'influenceurs qui ont fait des choses... Quand tu es influenceur sur le réseau, tu as les règles de la plateforme, d'abord, que tu ne peux pas enfreindre. Ensuite, tu as la loi de ton pays, d'accord, que tu ne peux pas enfreindre. Donc, c'est des gens qui n'ont ni enfreint la loi, ni enfreint les clauses de moralité de la plateforme, et on vient quand même leur demander des comptes. Oui, vous avez dit ça, mais c'est légal. Oui, alors ferme ta gueule. Donc là, c'est des commissions morales. C'est ça. Donc c'est des juges de moralité, les juges de moralité républicaine. Et en plus, putain, mais c'est un condensé de... En fait, ce qui est insupportable, la double peine, c'est que au moins, quand t'allais au tribunal soviétique, t'étais jugé par des mecs qui ressemblent à quelque chose, un minimum légitime. Parce que là, putain, c'est le tribunal soviétique de la salope. Mais vraiment, tu vois, c'est la double peine. C'est que tu es audité par des juges de moralité qui sont des merdes, qui sont des résidus de merde, des gens qui n'ont... Tu as des créateurs de contenu, des entrepreneurs. Mais pourtant, Adé Laurent, je peux pas le blairer, Nasdaq, je peux pas le blairer, c'est pas du tout mon truc, hein, donc il faut arrêter. Bah ouais. Mais depuis quand ces gens-là doivent se justifier devant des mecs qui n'ont jamais créé 1 euro de richesse de leur vie. Ils n'ont jamais créé une société. Ils n'ont jamais rien créé de rien. C'est-à-dire que les mecs, rien, même pas un château de sable ou un truc. Rien, jamais les mecs ont construit un truc que ce soit de leurs mains, de business, de rien. Et ils viennent des créateurs et ils sont là, ouais, vous êtes sûr de ça? Mais qu'est-ce que t'ouvres ta bouche? Mais c'est quoi cette humiliation? Et Alex Hitchen, qui est un des créateurs qui tient la route dans le lot, là, qui est un bon gars, bah, lui, il n'a pas accepté l'humiliation. Mais c'est normal. Mais moi, t'imagines, on m'aurait demandé, mais jamais de la vie, je vais là-bas. J'y vais même pas. Mais qui vous êtes pour nous convoquer et pour nous... Je pense que ce qu'ils ont à gagner, ces influenceurs, c'est de la visibilité. Non, c'est des gros influenceurs là, qu'ils ont invités. Hein. C'est que des... Tu penses pas que ça leur fait encore plus de buzz, encore plus de visibilité, encore plus de fric au final? Non, je pense que surtout ils avaient intérêt à y aller parce que t'as vu, sinon tu y allais pas, tu étais dans la merde surtout quoi. Okay. Parce que Adé Laurent, c'est tout, c'est des très très gros influenceurs qui brassent déjà. Donc t'avais peur qu'en fait, le risque qu'ils fassent sauter leur plateforme en envoyant un petit message à YouTube, à TikTok, supprimez-moi. La preuve, hein. La preuve, ouais, ou qu'ils te fâchent. Tu sais, le gouvernement, quand ils veulent te chercher, je suis bien placé pour le savoir, ils peuvent. Hein. Donc, non, et puis je pense qu'au début, il y a des mecs qui se sont sentis un peu honorés parce qu'ils n'ont pas notre vision de voir les choses. Tu sais, t'es un créateur de contenu, t'es convoqué à l'Assemblée nationale, tu dis putain, je pèse, tu vois. Ouais. Mais en vérité, en fait, t'y vas et c'est l'humiliation, tu vois.
Mais ça fait plaisir quand même de voir ces larbins de la République se faire remettre à leur place. Le pire, c'est que même Nasdaq ou Adé Laurent, ben forcément, ils sont plus charismatiques que les députés. Donc, ils arrivaient à les... Et tu dis, mais vous êtes tellement nuls et mauvais. Les députés, c'est tellement des mecs incapables et mauvais qui se font mettre en PLS rhétoriquement par Nasdaq, s'il vous plaît, par un mec de cité. Ce mec de cité, il est meilleur qu'eux en rhétorique. Tellement les mecs sont incompétents dans tous les domaines. Mais c'est un truc de fou. Et donc, c'est ça. Tu arrives et tu dois te prosterner devant l'élite de la République qui sont en fait un commando de merde. C'est ça. Un commando de sous-race. C'est un truc de fou. Ouais, C'est... des Putain, mais... putains de parasites qui n'ont Ah, jamais mais créé des aucune parasites. richesse, qui ont vécu toute leur vie sur l'argent des créateurs de richesse, des sous-maires, de gauchistes, hein, parce qu'en plus, le mec, Il n'y a ça a rien, il été n'y a pas de le fondement à président, tout ça. Il y a le pas de... Je le président de la redis parce que... commission, c'est un énorme socialiste. Non, et puis, il faut le redire parce que je pense qu'il y a un truc... le fait qu'on accepte qu'on puisse mener une commission d'enquête, qu'on puisse être convoqué par le gouvernement, des trucs obligatoires. Hein. T'as vu, c'est interdit quand Alexis Chat est parti. Ils l'ont bien dit, c'était interdit de quitter la commission. Donc, tu es convoqué, c'est obligatoire. Il n'y a pas de fondement légal. Il n'y a pas un juge, il n'y a pas une enquête, une réelle enquête pour un délit qui aurait été commis. Il n'y a rien. Donc là, on sort complètement du cadre démocratique, mais total. C'est-à-dire que vraiment, on décide sur la base de critères absolument fantasques que vous êtes suspect, et donc vous devenez suspect, et vous devenez venir faire allégeance à la République et montrer patte blanche. Mais là, on est digne, on est vraiment digne de... Enfin, c'est fou que les gens réagissent pas, en fait. Tout ce que les gens voient, c'est des extraits d'Adé Laurent et de machin, ils trouvent ça marrant, mais derrière, moi, ça me crispe. Je me dis, mais là, on est arrivé à un point, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de mec, limite. tu sais que la grosse différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai plus aucun espoir et plus rien ne m'étonne de cette putain de République de merde. Donc pour moi, c'est la continuité, logique de tout C'est ça. fou. Moi, Mais la réalité, c'est qu'en ça fait, me tuera toujours que les gens réagissent pas, en fait. Ouais, mais c'est parce que ce soit pas un si scandale, tu vois, qu'il n'y ait pas des médias, tout le monde partout qui en parle en disant comment c'est possible, comment ça se fait. Non, ça passe crème. Je vois Mec, même pas mais de pourquoi? commentateurs. Parce que Je vois même pas dans la droite des commentateurs ou des gens dire comment c'est possible qu'une commission comme ça existe. Non, on parle juste du fond. Ah Tu sais, oui, je vois ce que au lieu tu de veux parler dire. de la forme, Le là, il y a un problème, problème sur la mec, c'est forme, là. que c'est la religion républicaine, mec. C'est la secte C'est un truc républicaine. de fou. Et les gens, ils acceptent la religion Ils y sont républicaine. habitués, Et dès que tu sors du contrôle de la religion républicaine ou des petites valeurs de la religion républicaine, même si c'est pas des questions légales ou pas légales, ils ont envie de te choper. Ils ont envie de tout contrôler. Franchement, mais moi je te dis encore une fois que la République fasse ça, ce qui est dramatique, c'est la non-réaction, quoi. Je ne comprends pas qu'on soit pas tous complètement offusqués par ça, tu vois. Mais la majorité des Français, ils trouvent ça bien. Sûrement. Mais bon, C'est normal. la dissidence, tu vois. C'est la Sainte République, qui a parlé. La dissidence, l'extrême gauche ou l'extrême droite devrait dire quelque chose. Alors tu vois. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le fait que l'extrême droite ne parle pas de la forme. Ouais, ne parle pas du fait que la commission même existe, qu'il y a un déni de liberté totale et là que c'est une porte ouverte. Non, on l'a eu sur la télé, on l'a eu ça. Les gens, ils parlent juste de la forme, c'est-à-dire qu'ils se défendent. Quand c'était Pascal Praud, etc., les commentaires de la droite, c'était de savoir est-ce que Pascal Praud, il avait bien répondu ou pas bien répondu. Mais le vrai commentaire, c'est de savoir pourquoi ce débat a lieu. Ce débat n'est pas légitime, tu vois. Si le débat n'est pas légitime, s'il n'y a rien de légal, etc., non, c'est... Parce qu'en plus, regarde, pour la télé, il y avait un petit fondement derrière qui était que vu que l'État distribue les canaux de télévision, les mecs venaient défendre leur chaîne pour savoir s'ils pouvaient garder leurs canaux. Mais là, on parle de plateformes privées qui sont même pas françaises. Là, il n'y a rien. L'État n'a rien à foutre. Il n'y a même pas une excuse. Il n'y a même pas, parce que c'était une excuse, mais il n'y a même pas un semblant d'excuse derrière. Mais c'est fou. C'est fou. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, le problème, c'est que même les lois ne sont pas légitimes pour beaucoup d'entre elles, sur la liberté d'expression, sur la censure. Même les lois en tant que telles, elles ne sont pas légitimes. Mais là, on est, comme tu le dis, on est au-dessus des lois. Donc, il n'y a absolument aucune légitimité, dans le sens où même dans le cadre des lois de la République, toutes les lois sont respectées. Cependant, ils veulent quand même vous dire ce que vous avez le droit d'écouter ou pas. Quels sont les messages que vous avez le droit d'entendre ou pas. Quel est le divertissement que vous avez le droit d'écouter ou pas. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait lorsqu'ils choisissent les chaînes télé, mec. En fait, ils font des jugements de valeur.
quel est le divertissement acceptable pour toi, petit peuple républicain? Quels sont les messages transmis sur ces contenus qui sont acceptables pour toi, petit peuple républicain? Au-delà de ce qui est légal ou pas. Et t'as raison, c'est insupportable, mais moi, il n'y a plus rien qui me frustre de cette Non, République. en fait, encore une fois, moi, c'est pour ça qu'on fait Radio Dixie aussi. Tu sais, il faut pas complètement dire, on n'a pas abandonné complètement le. Non, mais le truc, sinon on ferait pas ça. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas complètement abandonné la cause. Sinon, on ferait pas ça. Évidemment qu'on est sorti du cercle électoral, etc. Mais j'aimerais quand même au moins influencer le débat et dire, s'il C'est vous ça. plaît, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres influenceurs qui m'écoutent ou des journalistes, etc. de notre bord, mais s'il vous plaît, quoi, défendez un minimum nos libertés, là. C'est pas normal, tu vois. On peut pas Moi, je juste fais parler ça, mec. on peut pas parler que de Moi, je... l'immigration. On peut pas parler que de l'immigration et des transsexuels. Là, il y a un sujet très très grave. Là, comment ça se fait qu'on a des commissions morales, tu vois? Et parce que c'est Adé Laurent, machin, qui sont des créateurs. Évidemment, Adé Laurent, c'est un mec qui fait des films de cul. Nasdaq, c'est un mec de cité. Donc c'est pas du tout nos trucs. Donc on se dit, bah c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est la même chose. C'est la même chose que dans le dernier épisode, j'ai parlé de la loi au nom de la laïcité pour retirer le voile dans les rues. Tu te rappelles? Pour interdire le voile dans la rue. J'ai vu les commentaires. Il y a plein de gens qui disent, mais comment ça se fait que Baptiste, il veut pas qu'on interdise le voile dans la rue? Non, j'ai pas dit ça. Je ne veux pas qu'on l'interdise en ce nom-là. Et du coup, j'ai réfléchi à un exemple pour que les gens comprennent. Je ne veux pas qu'on interdise Adé Laurent au nom de la moralité républicaine, d'accord? Je ne veux pas qu'on interdise le voile au nom de la laïcité, au même titre que, ok, maintenant on va imaginer deux secondes que je vous dise. Demain, il y a le gouvernement dit, on interdit le mariage homosexuel. Jusque-là, vous dites bien, parce que ça ne respecte pas la charia. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez continuer à soutenir le truc? Parce que le problème de ça, c'est que si vous dites oui, après il y a plein d'autres choses qui respectent pas la charia, et donc vous n'allez plus être d'accord. Et donc c'est pour le super même intéressant principe. l'exemple du mariage, mec, parce que la réalité, c'est que si on en revient au fond, c'est que le mariage, c'est avec l'Église, ça n'a rien à voir avec l'État. Que ce soit un Voilà, mariage entre un homme et une femme ou entre un homme et un homme, si l'Église accepte les mariages qu'elle a envie d'accepter, et ouais. qu'est-ce que vous en avez à foutre que la République approuve votre mariage? Mais donc c'est bien important de comprendre que c'est important le fond du combat, et c'est pas que ce qui est autorisé, interdit, etc. Mais le fond de pourquoi on le fait. Et donc si vous laissez un précédent avec les musulmans en disant on peut interdire le voile dans la rue au nom de la laïcité, et bien après on va interdire vos croix, et après on va interdire les calvaires, et après on va interdire et les pèlerinages. Eh oui, pourquoi pas interdire les pèlerinages? Ce sont des processions religieuses dans la rue, dans les espaces publics. Très important le fond du combat. Donc là, le fond du combat, que ce soit Adé Laurent, Nasdaq, etc., c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir depuis quand on peut se faire auditer moralement par le gouvernement. C'est-à-dire que depuis quand le gouvernement donne des cadres moraux au lieu de cadres légaux. C'est très très grave. C'est très très grave. En fait, c'est deux sujets de fond différents. Il y a un sujet de fond qui est est-ce que c'est bien ou mal, mais ça regarde chaque individu, ce que font chacun de ces influenceurs. Et l'autre sujet de fond, et en fait, il n'y a pas de forme dans tout ce qu'on dit, mais il y a vraiment deux sujets de fond qui sont totalement indépendants, mais il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre. Est-ce que c'est à la République, est-ce que c'est à l'État de venir décider de ce qui est acceptable ou pas dans votre divertissement, dans votre contenu? Encore une fois, si demain la République dit la République française devient une république catholique, et donc la religion catholique est la seule religion autorisée dans la rue, imaginons que ce soit ça, alors là on pourra reparler du débat et dire ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Là, si on dit on interdit le voile parce que on ne doit pas y avoir de signe d'autre religion, là je vais dire bah, pourquoi pas dans ce cas. Mais c'est pas pour ça. Là, donc il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une question de la loi. Ouais, et puis c'est même pas ça le fond, mec. La réalité, c'est que la réalité, mec, c'est que si la France c'est un pays catholique, enfin si la France est un pays catholique et c'est un pays chrétien de manière incontestable de par son histoire, dès sa création, il n'y aurait pas toute cette immigration de religions qui viennent d'autres pays. Donc la question se poserait même pas. Bien sûr, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu vraiment des gens dire vraiment s'offusquer du fait que je sois pas pour l'interdiction du voile. Ils ont pas compris, je pense, le sens du problème. Donc là, c'est pareil, vraiment. Et encore une fois, je le dis, il faut vraiment que la droite, au moins, alors je parle pas de CNews et du Figaro, tout ça, mais au moins la droite, Internet, la droite se ressente sur le débat des libertés, vraiment, parce que là, c'est
incroyable que les jeux, enfin, il faut que ça redevienne un point central, quoi. Et un truc très important, mec, que je veux dire avant qu'on change de sujet, c'est que moi, j'ai pas perdu espoir complet. Moi, je me bats pour les individus qui sont sauvables, pour les âmes, pour les gens qui sont sauvables et qui peuvent comprendre ces idées de liberté. Par contre, malheureusement, en ce qui concerne la République en tant que telle, j'ai aucun espoir pour la changer. Oui, je crois. Bon. Sujet suivant. Allez. Je sais que t'avais beaucoup de choses à dire, mec, t'étais bien énervé. J'ai quand même mis mon petit grain de sel de temps à autre en te coupant la parole. Non, vas-y. Il fallait que je t'arrête. T'étais tellement énervé qu'il fallait que je t'arrête de temps en temps. Avant que je dérape. Los Angeles est depuis plusieurs jours le théâtre de heurts entre policiers et manifestants opposés à la politique migratoire de l'administration Trump. Et alors que le président américain a envoyé des milliers de militaires dans la ville californienne, les manifestations s'étendent désormais à d'autres villes des États-Unis. Les échauffourées ont débuté la semaine dernière lorsque des habitants de Los Angeles ont tenté de s'interposer face aux arrestations d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration, ICE. Les autorités fédérales ont signalé 330 détenus par ICE depuis le début des opérations, dont environ un tiers avaient des condamnations criminelles antérieures. Autoroutes bloquées, voitures incendiées, gaz lacrymo, les scènes de chaos de ce week-end ont mené à l'interdiction de rassemblement dans le centre-ville de la Cité des Anges. Au total, la police a procédé à 1 millier d'arrestations. Et si cette semaine, les incidents ont semblé plus limités et localisés, l'indignation ne faiblit pas en Californie, où un couvre-feu a été imposé dans le centre-ville de Los Angeles. Comment t'as vécu ça, toi, depuis le Texas ? En fait, le problème, il est que l'État de Californie est un État très très à gauche, qui ont tous les problèmes au niveau sécuritaire qu'on connaît chez nous. C'est-à-dire il y a une culpabilisation de la police totale au niveau de ce qu'ils peuvent faire ou pas. Les policiers sont terrorisés à l'idée de sortir leurs armes, etc. L'État a été extrêmement laxiste sur les questions d'immigration, parce que comme ils ont une part de la frontière, ils ont été extrêmement laxistes sur les questions d'immigration. Par exemple, je vous donne un truc qui dépend des États. Quand vous vous mariez à un immigré, d'accord, pour qu'il ait la nationalité, enfin, normalement pour vous marier pour amour, l'État va vous contrôler, d'accord. Il va venir contrôler que votre mariage est un mariage légitime. Donc ils vont venir vérifier si vous avez bien les 2 petites brosses à dents, des photos de couple, etc. Au Texas, tu vois, j'ai des amis qui sont mariés avec des Mexicaines, tout ça, ils me disaient on avait une dizaine de contrôles par an, tu vois. En Californie, 0. Tu vois, en Californie, aucun contrôle. Donc sur ces questions, donc ils ont été extrêmement laxistes et tout. Du jour au lendemain, la politique fédérale change totalement. ICE, la Border Patrol, qui sont des officines fédérales, donc qui ne dépendent pas du gouvernement Californie, commencent à bosser comme 4. Donc là, changement total de paradigme en Californie. Ils étaient complètement tranquilles, on avait complètement délaissé les clandestins. C'est comme si demain en France, vous voyez comment c'est comme si demain en France, d'un seul coup, il y avait 5000 arrestations de clandestins par jour, retour à la frontière, etc. Les mecs se diraient oula, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'est ce qui se passe là. Donc, évidemment, il y a un énorme mécontentement parce que les mecs, leurs potes, leurs meufs, leurs trucs se font déporter. Enfin, là, là, il faut vraiment le dire, ils font un excellent travail en ce moment. S'il y a au moins une promesse qui a été tenue dans ce mandat, c'est celle-là, parce que c'est incroyable le nombre d'arrestations, etc., qui sont faites, de déportations. Enfin, c'est tous les jours, ça bosse vraiment. Enfin, c'est incroyable. Ils ont libéré les lions. Et juste une précision, c'est que tout ça, c'est dans le cadre de la loi américaine qui n'est pas décidée par Trump, mais qui est votée au Sénat, approuvée au Congrès, etc. Tout ce qu'ils font, c'est simplement respecter la loi américaine pour les gens, sur l'immigration. Surtout, c'est ce que les gens ont voté pour, vraiment. Oui, c'est ça. Pour ça. Le problème, c'est que du coup, révolte. Mais d'abord, les révoltes, les manifestations, etc., ça se gère à niveau étatique d'abord, tu vois. Donc en fait, on est toujours sur ce problème entre la mollesse de l'État et la force de la politique fédérale. Vu qu'avant, on avait un État mou et une politique fédérale molle sous Biden, donc ça marchait très bien. Là, le problème, c'est qu'on a un État très mou, très faible, mais avec une politique fédérale très forte. Et donc, le moment où l'État doit back up, enfin, je sais pas comment dire, comment dire en français, doit renforcer, enfin, appuyer, où l'État doit appuyer l'État fédéral, ça marche plus. Donc, les révoltes ont complètement dérapé en émeutes, etc., parce que les mecs pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, vu que la police, là-bas,
n'a rien le droit de faire et n'a pas les capacités, et que le gouverneur refusait de déployer la garde nationale, évidemment, tu vois, jusqu'à ce que finalement ce soit l'État fédéral qui doive intervenir. Et là, on est toujours dans un truc très compliqué. D'un point de vue français, on se dit, mais comment ça se fait que Trump, il n'a pas directement envoyé tout, l'armée, tout ça? Mais c'est très compliqué parce que un État a une certaine autodétermination aux États-Unis. C'est grave de laisser l'État fédéral prendre le pas comme ça sur l'État au sens, tu vois, En fait, étatique. c'est légal, mec. C'est qu'il y a certaines choses qui sont gérées par l'État et d'autres choses Justement, qui sont gérées par non, mais l'État c'est légal. fédéral. Attention, c'est légal justement. C'est-à-dire que là, envoyer la Non, garde non, 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 nationale. mec, non, mec, excuse-moi, je suis pas en train de dire que c'est légal ce que fait Trump. C'est pas ça Ah oui, mon oui. sujet. Ah Ce que d'accord. je suis en train de dire, c'est que c'est une question de légalité, ce que doit faire le fédéral et ce que doit Oui, faire et l'État en même, tant que tel. et puis Et c'est c'est pour comme ça que c'est compliqué, parce que c'est des batailles juridiques. c'est très important parce que il faut pas laisser faire n'importe quoi quand même, parce que si demain tu laisses le gouvernement fédéral pouvoir prendre le pas et envoyer la garde nationale quand ils veulent pour les États, ils auraient pu nous faire la même chose nous au Texas à l'époque de Biden quand on refusait d'enlever les barrières aux frontières, etc. Tu vois. Donc Avec le Covid aussi. donc voilà, donc il faut pas oublier donc il y a toujours un rapport qui est important à garder, un rapport de force qui est important, d'être raisonné à garder entre la politique, entre le fédéral et l'État. Bref, le problème c'est que là les émeutes ont complètement dégénéré et que là c'est la population ça devenait un danger pour la population, ça. Et en fait c'est marrant parce que les émeutes qu'ils ont eues, c'est ce que nous on a en France 3 fois par an. Et en fait là l'Amérique s'est arrêtée de tourner, tu vois, pour un truc qui a fait la même chose que nous quand le PSG a gagné. C'est-à-dire que là, les Eh ben émeutes, ouais, il y a hein. un sans précédent depuis les émeutes à l'époque des années 2000 à Los Angeles, justement, avec le Coréen sur l'étoile. Enfin bref, je ne veux pas rentrer, mais c'est très connu. C'est Très génial. connu, mais je veux dire, c'est Mais en des fait, émeutes les Canadiens et depuis les Américains, les Nord-Américains sont habitués à gérer des tempêtes de neige et des tornades, comme nous, les Français, on est habitués à gérer des émeutes. Et Bon, quand ça nous, on les nous gère arrive pas dans un sens ou spécialement, dans, mais on attend que quand ça ça nous s'arrête. arrive dans, ouais, mais quand ça nous arrive dans un sens ou dans l'autre, le pays s'arrête pas, parce qu'on on a plus l'habitude Voilà, de c'est ce genre ça, de c'est ça. Et choses. là, le pays était outré, etc. Euh, Et en fait, moi, tu sais, il y a un truc que j'ai dit à ma meuf il y a pas longtemps. C'était après les trucs du PSG. Je lisais un article qui En fait, disait. je veux juste être très très clair, mec, hein. Quand il y a plein, je te laisse continuer juste après. Quand il y a plein de neige au Canada, le pays ne s'arrête pas, alors qu'en France, il s'arrête. En France, c'est quand il y a plein d'Arabes dans la rue, le pays ne s'arrête pas, alors qu'au Canada, aux États-Unis, ça Voilà. s'arrête quand c'est les Oui, le Mexicains pays qui sont dans s'arrête la parce rue. que les gens sont choqués. Et tu vois, par exemple, quand je lisais ce qui s'était passé après la truc, je lisais un article qui recensait ce qui s'était passé après le truc du PSG. Il y avait 255 véhicules brûlés, je crois, un truc comme ça. Et là, Ok. c'est ce qui a fait tiquer ma meuf, tu vois. Elle a dit quoi? Ça lui a paru gigantesque. Alors que nous, toi, tu lis ça, 300 véhicules brûlés, mais nous, c'est tout le temps, tu vois. 300 Bah véhicules oui. brûlés dans l'histoire du Texas, ça n'a pas dû arriver depuis la guerre d'indépendance, tu vois. Depuis la guerre civile, à mon avis, tu vois. C'est tellement, ça paraît tellement énorme. Alors pour nous, c'est tout le temps. Donc là, 300, c'était 300 assez. chevaux blessés. Oui, voilà, à l'époque c'était des chevaux, des calèches, des charrettes brûlées, quoi. Mais donc là, c'était marrant de voir comment les États-Unis étaient vraiment complètement sous le choc, jusqu'à ce que du coup Trump fasse intervenir donc une partie, enfin des forces fédérales, ils avaient envoyé plus d'agents de ICE, etc., de la garde nationale, etc. Bref. Et donc, nous, au Texas, il se trouve qu'il y avait des manifestations de prévues ce week-end aussi. Là, il y a des manifestations de prévues qui étaient prévues tout le week-end anti-ICE, pareil, dans des grandes villes, à San Antonio, etc. Il y avait une manifestation prévue à San Manifestation à Antonio. Austin aussi, au Texas. Voilà. Et directement, le gouverneur a envoyé 7000 soldats de la garde nationale directement déployés. Donc lui, il l'a pas attendu, il les a C'est déployés bon, en ça. amont directement. 7000 soldats de la garde nationale. Et il a bien dit, hein, c'est dans ses paroles, hein, il a dit le Texas ne sera pas Los Angeles. Donc ça, c'est... Voilà. Chez nous, on a Parfait. moins de soucis dans ce genre parce que voilà, pourtant, c'est une gauche, elle DeSantis en existe aussi. Floride. Une gauche, elle existe aussi, mais etc. Mais ça peut pas se passer comme à Los Angeles, quoi. DeSantis Là, en Floride a fait la même chose. T'as le directeur de la police aussi de Floride qui a dit si vous nous jetez des projectiles ou si vous essayez de nous attaquer, on vous tuera. Tout oui, je simplement. l'ai vu. Ah oui, oui. Oui, c'est évident. Même si la police de la ville, imaginons que ce soit Austin, la police de la ville, évidemment, elle est dirigée par Austin, le maire d'Austin, qui donc forcément a des règles très à gauche, etc. Donc même si eux
vont être un peu pas trop savoir quoi faire, etc. Vous allez avoir les state troopers, vous allez avoir des polices d'État qui, eux, sont sous la juridiction de l'État du Texas, qui, eux, vont dire non, mais attends, c'est terminé tout ça. Tu vois. Donc, Et d'un point de vue théorique, je fais on vous l'a déjà dit d'accord. plusieurs fois, mais c'est encore un exemple parfait du gauchiste qui respecte la démocratie que quand ça l'arrange. Là, en fait, il manifeste contre un vote démocratique. Il manifeste contre des lois qui ont été votées par les Américains, par les députés, par le Congrès, etc. Il manifeste clairement contre la démocratie parce qu'ils sont pas contents du résultat démocratique. Et donc, ils brûlent tout, ils s'attaquent à tout. C'est insupportable. Qu'est-ce que tu veux? Non, et puis là, oui, c'est les mêmes choses qu'on connaît chez nous. C'est des mecs qui sont des immigrés illégaux qui se plaignent parce qu'on les renvoie chez eux en brandissant le drapeau de chez eux. Bref, c'est magnifique, quoi. Ouais, si t'aimes tant que ça le Mexique, va au Mexique, mec. Non, mais c'est Non, mais incroyable de c'est... faire des manifestations avec des drapeaux mexicains. Et le but de la manifestation, c'est qu'on te renvoie pas au Mexique. En fait, ils devraient sortir avec des drapeaux américains. Ils Eh sont oui, cons. exactement. Mais frère, Je veux rester aux Attends, États-Unis. tu sais qu'en plus, regarde, vraiment, je vais te dire, en plus pour l'opinion politique. Si demain, tu avais une manifestation de Mexicains illégaux dans la rue avec des drapeaux américains, pacifistes, qui disaient on est américain, on aime l'Amérique, on veut rester, il y aura un gros débat dans le truc public pour se demander vraiment s'il faudrait pas les faire rester. C'est ça le pire, hein. C'est qu'en vérité, ce serait 10 fois plus efficace. Là, en faisant ça, même les gens qui étaient limités, ils disent mais dégagez, tu vois. Genre, mais du coup, ils se font détester, tu vois. C'est ça qui est terrible. C'est qu'ils sont détestés. Donc vraiment, ouais, c'est ridicule, ouais, c'est ridicule. Ouais, mais ça montre bien leur état d'esprit, quoi, tout simplement. Oui, mais c'est des Mongolios. Ouais. Parce que là, en ce moment, Tout à si fait. t'es un immigré légal, Après, ça n'a rien à voir faut avec te les faire latinos. super discret, tu vois. Faut te faire Ça super n'a- discret, essayer de te faire régulariser ou oui, trouver une c'est meuf ça, et tout. reste dans ton Faut vraiment essayer de faire un coin. truc, tu vois. Faut vraiment pas faire ça, quoi. C'est vrai, c'est des Mongols. Et ça n'a rien à voir avec beaucoup de latinos du Texas ou de Floride. Ouais, non, mais il y en a des comme sont ça très aussi différents, ici, hein. Il y en a des comme ça aussi ici, mais ils sont obligés de se faire plus discrets parce que tu sais, il y a plein de gangs et tout, hein. C'est des mecs des membres de gangs, des saloperies comme ça, hein, tu sais, que tu vois en train de faire des émeutes balancées sur les flics. Oui, c'est ça. Hein. C'est pas pas la José. majorité. C'est pas José qui attend devant Home Depot que tu l'embauches pour faire du carrelage ou les trucs, tous les, tu sais, le Que tu le montes dans le clandestin truck, la Tramaro. à l'arrière Non, du c'est pas, truck. oui, c'est pas eux, hein, tu sais. Donc bon. En fait, c'est pas Rossé qui a voté pour Trump, quoi, comme la majorité des hommes latinos. Non, mais je parle des clandestins, là, tu sais, t'as toujours des clandestins devant Oui, ça. dans les grandes villes, quand tu vas dans les Home Depot, c'est l'équivalent de Leroy Merlin, tu sais, t'as des Mexicains qui attendent devant pour ce qu'ils cherchent des chantiers sur lesquels bosser, tu vois. Donc, tu sais, T'as un mec comme Baptiste qui débarque avec son gros Ford. avec le T'as un mec comme comme ça. Baptiste qui débarque avec son truck. Tu sais, tu sais faire du placo? Si, senior, hop. Tu vois. Et ces mecs-là, ils vont pas faire des émeutes derrière, tu vois. Ouais, ils sont différents, effectivement. Écoute, t'as le temps pour un tout dernier sujet très rapidement? Oui, vas-y. Ou dis-moi si t'as pas le temps. Non, On en a deux autres. On va en faire. Choisis-en un. Est-ce que tu préfères parler d'Elon Musk et de Trump qui se sont fait la guerre? C'est vrai qu'on est obligé de parler de ça. Ouais, Ouais, on est obligé. Hein. Après, on a oublié de parler de ça. Et c'est quoi l'autre? il y a la plus-value immobilière au Texas et puis les préfets hors cadre, mais ça, c'est moins urgent. C'est vrai. Ça, les préfets hors cadre, on pourra toujours en parler pour le prochain truc. Ouais, La bah, plus-value on verra immobilière au Texas, c'est facile, hein, ça peut durer 2 secondes. C'est que Vas-y. au Texas, ils viennent de supprimer la taxe sur les plus-values immobilières. Voilà, tout simplement. Donc, vous savez qu'en France et dans beaucoup de pays, quand tu achètes une maison, alors je vous fais des chiffres très simples pour que les gens comprennent, mais tu achètes une maison 50 000 euros, tu la revends 100 000 euros 10 ans plus tard, et bah tu es imposé sur ces 50 000 euros de bénéfices. Et généralement, tu es très imposé. Et bah voilà. Au Texas, le gouverneur l'a juste supprimé dans un nouvel amendement là, sur les taxes. Ce qui est beau, c'est que ça va Parce dans le que- sens inverse de la France, quoi. Et voilà, en fait, c'est montré comment ça va dans le sens inverse. C'est-à-dire que plus l'économie va bien, plus le gouvernement dit, bah, du coup, comme ça va bien, on a moins besoin de budget, donc on réduit ça, voilà, tout simplement, tu vois. Donc, on réduit les taxes. C'est vrai que c'est complètement dans l'inverse de la France. Ah bah oui. Parce que même si Mais en demain fait- la France se mettait à aller mieux économiquement, ce qui est vraiment pas prévu, hein, je préfère vous le dire, mais jamais le réflexe ce serait de dire on baisse les taxes, tu vois. Et Au continuer contraire, à on vous dirait, mais non, mais extorquer. ça veut dire que ça marche bien, C'est faut sûr et continuer certain. comme ça. Il y a les inégalités qui augmentent, il y a de plus en plus de riches. Ouais. Alors, je vais très rapidement vous lire l'actu. Je vais laisser Baptiste réagir et après, je vais vous donner une petite donnée et puis on terminera là-dessus. Un affrontement important s'est développé essentiellement en ligne entre Elon Musk et le président Donald Trump. Ce conflit a commencé On arrive un suite peu à en la retard parce que c'est décision. quasiment fini déjà. Ouais, on en parle quand même ou pas? Oui, bien sûr, bah oui. Ok. Il faut dire aux gens que là, les gens, si jamais ils voient la rediff et qu'ils se disent, ouais, mais vous arrivez trop tard, il n'y avait pas de Radio Dixie à ce moment-là, donc laissez-nous le temps aussi. Tu vois, il se passe tellement de trucs que le temps qu'on fasse un épisode, ça y est, c'est baisé, tu vois.
Exactement. C'est de ma faute, c'est moi qui étais parti. Mais ce conflit a commencé suite à la décision de Donald Trump d'écarter Jared Isaacman de la direction de la NASA, un proche d'Elon Musk. Elon Musk a publiquement désapprouvé cette décision, louant la compétence et la bienveillance d'Isaacman. La confrontation a escaladé, Elon Musk critiquant la loi sur le budget de Donald Trump qu'il jugeait excessive et susceptible d'augmenter le déficit américain. En retour, Donald Trump a évoqué la possibilité de mettre fin aux contrats gouvernementaux dont bénéficie SpaceX pour réduire le déficit fédéral. Elon Musk a alors menacé de manière directe de mettre hors service ses vaisseaux Dragon. Cette menace aurait des répercussions extrêmement sérieuses pour l'agence spatiale américaine. Sans les vaisseaux Dragon, la NASA ne serait plus capable d'envoyer ses propres astronautes vers la station spatiale internationale ou vers ses partenaires. Cependant, un appel au calme a été lancé en ligne et Elon Musk a finalement déclaré qu'il n'arrêterait pas les vaisseaux Dragon. Cette situation tendue est suivie de très près en raison de son potentiel impact. Il a aussi dit qu'il regrettait certains tweets envers Donald Trump. Il a été fort, ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a 2 choses très importantes là-dedans. En fait, bon, alors, déjà, si vous vous rappelez, je sais pas si tu te rappelles du début, pour pas qu'on croie que je retourne ma veste, mais moi, j'étais pas du tout pour Elon Musk au gouvernement, puisque j'ai toujours dit que ce que je n'aimais pas chez Elon Musk, c'était un mec qui était instable et c'était un menteur, surtout. Je sais pas si tu te rappelles, mais je vous disais à l'époque des mensonges avec Tesla, notamment le plus récent, c'était le robot IA, soi-disant, pendant toute la soirée. T'aurais pas dû dire ça, parce que maintenant, on va dire que t'as retourné ta veste 3 fois. Ouais, non, pourquoi? 2 fois. Parce qu'au début, tu l'aimais pas. Après, oh, ça va, c'est cool quand même. Et maintenant, tu retournes ta veste encore une fois. Non, justement, j'ai dit, moi, justement, j'allais dire que moi, Elon Musk, la personne de Elon Musk, j'étais pas pour son action au gouvernement parce que j'ai trouvé instable et je trouve que Elon Musk est un menteur. Après, son action au gouvernement, c'est-à-dire de Dodge, là, le principe, ça, c'était bon. C'est que ce soit que ce soit Elon Musk qui soit responsable de ça, qui pour moi est questionnable, tu vois. Bref. Ok. Parce que c'était les deux gros enjeux électoraux, la réduction des dépenses publiques et la réduction de l'immigration illégale. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, je pense que lui avoir donné autant de pouvoir au gouvernement, j'étais pas pour. Finalement, ça avait l'air de bien se passer, donc je me suis dit, bah, ça se trouve, j'ai eu tort, tu vois. Et puis, bah, tu vois, j'aurais dû garder ma première option, puisqu'il il part en couille. Au premier truc, c'est-à-dire qu'en fait, il est pas très honnête, parce que s'il y a une réduction des dépenses publiques, c'est pour tout le monde. Il faut pas que ça te blesse à partir du moment où ça touche tes propres sociétés. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il a critiqué la proposition de loi avant que Trump menace d'arrêter les contrats de SpaceX, pour être honnête. En gros, dès le début, il disait, pour moi, il n'y a pas assez de baisse des dépenses publiques, le déficit va continuer à augmenter, c'est pas pour ça qu'on a voté. En gros, c'était son point de vue à Musk. Oui, mais du coup, après, quand tu arrêtes les contrats avec SpaceX, c'est une baisse des dépenses publiques supplémentaires, tu vois. Ça, c'est venu après dans le débat. Juste une petite donnée par rapport à ça, mec. En fait, moi, je comprends les deux points de vue. C'est vrai que, attention, non, moi, je suis d'accord avec Elon Musk sur le fait que le Bill of Rights, là, c'était... non, pourquoi je dis le Bill of Rights? Pas du tout, rien à voir. The Beautiful Bill. Le Beautiful Bill est pas du tout suffisant. Là, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est parce que c'est ni dans les mains de Trump, ni dans les mains de Musk, mais c'est parce que c'est là, entre guillemets, le Congrès qui va pas à pas, parce que je sais pas, les gars sont fébriles, tu sais, il faut y aller doucement. Mais, encore une fois, ça, c'est la façon dont est fait le système américain qui fait ça. Donc, c'est ni la faute de Musk, ni la faute de Trump, et je suis d'accord sur le fait qu'on nous donne ça alors qu'on a besoin de ça. Hein, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais après, moi, ce qui me dérange, c'est la réaction du moment où, normalement, les contrats avec SpaceX, le spatial, c'est vraiment pas la priorité à l'heure actuelle, surtout aujourd'hui où c'est pas non plus, tu vois. Donc, quand tu réduis des dépenses, et ben si ça supprime des contrats avec SpaceX, je suis désolé, mais pour l'américain lambda, c'est plutôt une bonne chose, tu vois. C'est des dépenses qui sont pas spécialement nécessaires. C'était pas dans la Beautiful Bill. C'est vraiment une menace a posteriori de Trump. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, Musk, quand il critique la Beautiful Bill, il critique vraiment le contenu de celle-ci qui n'avait rien à voir avec le petit conflit qui a entraîné la menace de Trump d'arrêter les contrats de SpaceX. Tu vois ce que je veux dire de ce côté-là? Mais le truc, c'est que moi, je comprends entièrement, pour revenir à ce que tu disais, le point de vue de Musk, qui est un gros autiste et qui sait que c'est pas assez pour les États-Unis. Oui. Mais je comprends aussi tout à fait le point de vue de Trump qui est dans le jeu démocratique, qui est dans la démocratie et qui essaie de faire son mieux avec Trump, je pense qu'il est avec les outils qu'il en a. Je pense qu'il est d'accord aussi que c'est pas assez. Hein. Mais encore une fois, ça. Mais il essaie de faire de son mieux avec la géopolitique qu'il a pas dans leurs mains, donc ça c'est clair. Et après, en fait, ce qui s'est passé, parce que le gros truc du conflit, c'est que
Musk est parti en couille sur les réseaux sociaux et a dit il y a le nom de Trump dans les dossiers Epstein, c'est pour ça que. Donc ça n'avait rien à voir. Il y a le nom de Trump dans les dossiers Epstein, c'est pour ça que c'est pas sorti. Notamment, il a fait plein d'autres tweets hein, à la con, mais il a mis ça dedans. Et là, en fait, alors moi, j'ai vu beaucoup de. Parce qu'en fait, on sait que le nom de Trump est dans le dossier Epstein, puisque au tout début, les enquêteurs ont tout de suite dit, ça a été un des premiers trucs qui a été demandé évidemment, et ont tout de suite dit qu'il y avait effectivement le nom de Trump dans le dossier Epstein, mais que son nom apparaissait, ils ont pour le comment on dit, le blanchir, quoi. C'est-à-dire que son nom apparaissait comme justement les politiques avec lesquels il n'avait pas travaillé, avec lesquels il n'avait pas fait de business. Donc, et Musk a juste dit oui, son nom est dans le dossier Epstein. Donc, il y a beaucoup de commentateurs, de gros commentateurs et de gens proches de la Maison Blanche qui ont dit que c'était une technique. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens de commentateurs proches de la Maison Blanche qui ont dit que c'était une mise en scène parce que pour que la gauche demande la déclassification des dossiers Epstein. Parce qu'en fait, on a su il n'y a pas longtemps la Maison Blanche a communiqué en disant on a du mal à le faire déclassifier parce que il y a des grosses forces de l'État profond qui bossent pour que tu vois. Pour faire ralentir la machine, etc. Qui utilise la justice pour ne pas qu'il puisse être déclassifié. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que c'est une technique, ça, pour que... En gros, pour résumer, Trump et Musk font semblant de se faire la guerre en disant que Trump est dans les fichiers Epstein pour que tout cet État profond ou tous ces juges démocrates aient envie de dévoiler les fichiers Epstein. En fait, non, c'est pas plus ça. Eux, les juges et tout, je pense pas, parce que eux, je pense qu'il y a une partie... Ceux qui ont vraiment le pouvoir de cacher, je pense qu'ils savent ce qu'il y a à perdre ou pas. Je pense plutôt que c'est la pression populaire. Voilà, que la pression populaire leur mette la pression, tu vois, donc pour ça. Ça, je pense plus que c'est quelque chose du genre. Après, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais que c'est possible. Hein. C'est pas complètement, en tout cas connaissant Trump et tout, c'est pas complètement faux. Ce serait magnifique et ce serait l'occasion de retourner ta veste une nouvelle fois. Non, parce que je te taquine. Vraiment, Musk, je pense que c'est une preuve, notamment sa réaction et tout, c'est une preuve qu'il faut quand même l'écarter du pouvoir parce que même, je sais pas si tu vois les vidéos de quand il est, tu vois qu'il a des problèmes, tu vois. Ah non, mais mec, sur le fond, on peut être tout à fait d'accord avec lui, mais sur la forme, il est émotionnel, il est autiste. Et puis je te dis, c'est un menteur. Hein. Il a fait quand même beaucoup de gros mensonges pour tu vois, des fins commerciales. Ouais. Le dernier en date, j'en parlais, c'était le robot. Ça, c'est quand même du gros mensonge, tu vois. C'est qu'il fait une démonstration publique avec un robot IA, un serveur IA qui fait la discussion avec les invités et tout. Et en fait, on découvre que c'est un mec derrière qui le contrôle et qui parle, tu vois. Et après, il y a une forme de mythomanie, quoi. Bah oui, il dit la même chose quand il dit on va aller sur Mars, genre en 2025 ou en 2030. Il sait que c'est pas possible, tu vois. Donc là, c'est pas, je sais pas, c'est de la mythomanie, il ment à des fins commerciales. Il ment pour vendre des produits pour faire de la pub. Donc en fait, même si on est d'accord avec lui, un gage de moralité, tu vois. Même si on est d'accord avec lui sur beaucoup de sujets comme l'économie ou l'immigration, il y a plein de choses aussi moralement, qui sont très discutables du personnage. Voilà, c'est ça. Le personnage est assez discutable. Moi, je trouve, en tout cas. Ouais. Je te dis, à l'époque, c'était si jamais c'est pas si jamais, c'est vrai. Si jamais c'est pas un coup monté et qu'il a vraiment fait la fiotte émotionnelle à tweeter des dingueries comme ça, c'est un naze. Bah oui. C'est pas mongol. Parce que oui, des réactions émotionnelles à chaud comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est un truc de gonzesse. Mais surtout, s'il y a vraiment des problèmes avec Trump et les fichiers Epstein et qu'il est au courant, c'est une merde de s'être associé avec Trump. Genre, c'est complètement incohérent de t'associer avec un mec que tu veux mettre sous le feu des projecteurs pour des questions perverses, morales, très très douteuses, pour ensuite le balancer devant tout le monde. Mais bon, bref, on verra si c'est pas un coup monté, ça ce serait magnifique quand même. Ça serait magnifique. Ça serait quand même magnifique. Juste par rapport à Trump, pour terminer là-dessus, et après on va vraiment arrêter l'émission parce que ça fait plus de 2 heures. Et en plus, j'ai la crève, il faut que j'aille à la pharmacie choper un truc. J'ai la gorge en feu. Contradiction, on peut penser qu'il y a une contradiction entre Musk par rapport au déficit et sur le fait qu'il reçoit des subventions. Tu vois, si on ne parle pas de contrat public, si on ne parle pas de comment dirais-je, de ce qu'ils appellent des crédits réglementaires, tout ça, en fait, quand tu as un contrat public avec un État, ce n'est pas une aide, ce n'est pas une subvention à proprement dit. Tu sais, tu ne reçois pas du fric contre rien. Mais encore faut-dire qu'il faut des dépenses nécessaires oui, c'est ça. qui soient par le genre.
Mais en fait, la data que je voulais te donner, qui je pense va t'intéresser, c'est que les estimations montrent que les subventions et autres aides publiques que les entreprises de Musk ont reçues, si on enlève les contrats publics et les Ouais. crédits réglementaires qui ne sont pas vraiment des aides, elles sont largement inférieures aux impôts que lui et ses entreprises ont payés. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Bah ça m'étonne pas. Oui, oui, ça m'étonne pas. Donc on n'est pas sur un cas de mec qui profite de l'État, on est sur Ah quelqu'un non. qui essaye Ah de, non, de moi je récupérer un peu du moi je fric des parle impôts vraiment, c'est qu'il pour ça paye, que quoi. moi je parle vraiment des Ouais. contrats, hein, pas des aides ni rien. Je Ouais. parle vraiment des contrats, tu vois. Est-ce qu'ils sont nécessaires ou pas, hein, c'est tout. T'as raison. Je voulais préciser ça parce qu'on entend souvent ça dans le cercle libertarien, comme quoi que Trump, comme quoi Musk, il joue au libertarien, mais en fait, il profite des aides sociales, des aides publiques, alors Oui, qu'en non. réalité, il paye plus d'impôts que ce qu'il Oui, reçoit en oui, aide. ils sont attends, c'est des entreprises qui sont largement bénéficiaires et qui n'ont pas besoin Bah des oui, aides, là. c'est Enfin, ça. non, Donc en gros, il fait clairement. juste récupérer un peu du fric qui lui est extorqué par l'État pour financer toutes les conneries comme l'USAID dont on a parlé ces Ouais. derniers mois. Ah bon, bah mec, je sais pas si je peux faire un effort, hein, si tu veux parler d'un autre sujet avant de partir, ou Non, on non, termine c'est là-dessus. bon, très bien, très bien. Bah, nickel. Merci beaucoup. Parfait. Merci à Antipanaf, c'était magnifique. Ouais. Excellente trouvaille, Baptiste. C'est toi qui l'as trouvé, ce mec. Il a été adoré par les gens dans le chat. Et je pense que vous allez aussi beaucoup aimer en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Allez sur nos Patreons, patreon.com/leguise, et sur le Patreon de Baptiste qui va être aussi en description. La rediff sera mardi soir ou en fin d'après-midi sur YouTube, comme d'habitude. Merci Baptiste, merci tout le monde. À la À prochaine très fois. bientôt. Ciao. Ciao.